Bonjour. Bon, je pense qu'il n'y a que les gens en replay qui verront cette partie-là. Salut! Je suis un peu en retard. Alors, déjà, je vais voir si je peux mettre un titre pour commencer. J'attends mon invité Clément. Juste, je me demande comment on met les titres. Je sais pas mettre les titres. Vous m'entendez bien déjà? Alors, invité à rejoindre. Voilà, tac. Clément. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Je suis fatiguée, je sors du Salut. travail. Salut, ça va? Bah moi très bien. Et toi, comment ça va? Ça va très bien. Je sais pas comment on met un titre, c'est chiant. Alors je ne sais pas non plus, je pourrais pas t'aider pour le coup. Hop, je clique un peu partout, mais ouais, je sais pas ce que je fais. Bon, non, je pense pas que ce soit là. S'il y a quelqu'un qui sait comment est-ce qu'on met un titre dans un live, n'hésitez pas à me le dire. Mais sinon, on va commencer. Salut, bonjour tout le monde. Ok, merci Magali qui me confirme qu'on entend bien. Pareil, on m'entend correctement? Oui, en tout cas, moi je Ouais. t'entends bien. Bon, super. Non, ça c'est les questions. Si je fais ça. Bon, écoutez, je crois que c'est quelque chose qu'il faut faire avant de commencer le live. Ouais, bon, bref. Partout où j'appuie, ça m'affiche le même truc. Bon, c'est pas grave. Il n'y a pas de souci, Euh, t'inquiète. du coup, on va commencer. On a déjà 70 personnes, donc je pense que c'est pas mal pour commencer. Et écoute, Clément, je te laisse te présenter. Très bien. Alors moi, je suis ingénieur fiscal et patrimonial. Donc en fait, mon métier, c'est de faire de la gestion de patrimoine. Et en plus, une spécialisation en fiscalité. Donc j'accompagne les personnes soit dans la défiscalisation, soit à s'enrichir par le patrimoine. Et en plus de ça, je suis spécialisé en droit des sociétés. Donc, je fais des montages. Alors, ça peut être des montages holding à des montages par le biais d'une société civile immobilière, d'une SCI. Voilà. Donc, moi, en parallèle, j'enseigne à la fac la fiscalité, le droit des sociétés. Donc, voilà. Moi, c'est mon quotidien, si tu veux. Ok. Alors, j'essaye de voir. Ouais, même si je l'épingle, en fait, c'est pas ça le titre. Mais bon, c'est pas grave. Je le laisse comme ça, au moins les gens peuvent le voir. Alors, D'accord. effectivement, le thème d'aujourd'hui, c'est tout sur la SCI. Donc, ça va être un live, en fait, plus en mode questions-réponses, où tu vas pouvoir répondre à des questions. D'accord. Alors, j'en ai déjà noté quelques-unes qui m'ont été posées, puisque lundi et mercredi, j'ai fait des posts sur la SCI. Donc, lundi, c'était les bases de la SCI. Et après, enfin, et des avantages, quelques avantages. Et puis après, j'ai parlé de mon expérience du fait que j'ai une SCI avec mon fils, Ouais, qui est ton expérience mineur. personnelle. Ouais. Voilà, exactement. Donc, peut-être que tu as envie d'expliquer brièvement ce que c'est une SCI. Alors déjà, une SCI, c'est tout simplement un outil patrimonial. C'est tout simplement, en fait, ça va remplacer la personne qui va porter le projet. La SCI, comme le diront les experts patrimoniaux, c'est un véritable outil de transition patrimoniale parce qu'on peut faire tellement de choses à travers une SCI, alors que quand on possède un bien en propre, finalement, c'est pas. Alors, il y a moins de choix, il y a moins de portes de sortie, donc c'est tout de suite moins intéressant. Et puis après, c'est pareil, on maîtrise pas certaines choses de la vie, comme le décès, les séparations ou autres. Donc, quand il faut revendre un bien, tout de suite, ça devient très compliqué. Donc, du coup, vaut mieux passer très souvent dans le cadre d'une ACI pour éviter justement d'être compromis par des événements extérieurs. Ok, bah donc justement par rapport à ce que tu dis sur le mode de gestion de la SCI, en fait c'est juste qu'au moins avec la SCI il y a un mode de gestion. Parce Ouais, qu'en fait quand on est en indivision,
Donc, en indivision, qu'est-ce que ça veut dire? En indivision, ça veut dire qu'on est propriétaire avec quelqu'un d'autre. C'est D'accord? ça, exactement. Enfin, en fait, en indivision, il n'y a pas de gestion, il n'y a pas de règle. En fait, c'est le Far West. Ben, si C'est j'ai pas ça, envie de faire une exactement. indivision avec toi, parce qu'en en fait, on peut forcer personne à rester en indivision. Donc, ce qui veut C'est dire que ça, si, exactement. par exemple, vous recevez un bien en héritage de vos parents et que vous êtes avec vos frères et sœurs, s'il y a un frère ou une sœur qui dit, ben, moi, je veux plus être dans l'indivision, en fait, cette personne-là, elle a la capacité de forcer la vente. Et d'ailleurs, c'est un poste qui viendra bientôt, notamment avec tous les soucis qu'il peut y avoir avec les familles recomposées, puisque on va avoir des enfants, par exemple, qui sont d'une famille précédente, ou enfin d'une mère ou d'un père autre, qui vont se retrouver en indivision avec la belle-mère ou le bel-père, j'allais dire, ou un beau-père. Et du coup, bah, il n'y aura pas de possibilité en fait de s'arranger facilement. Ça va forcément passer par beaucoup de procédures C'est et ça. puis même forcer la vente en fait, même si bah, vous, par exemple, la belle-mère, elle a envie de rester dans sa maison. Si elle est en indivision et qu'elle n'a pas les moyens de racheter les parts des autres, alors c'est compliqué. Ou si les autres juste veulent pas qu'elle rachète leurs parts. Donc au moins avec la SCI, vous avez un outil de gestion et vous avez plusieurs options que vous pouvez choisir. Juste un point, j'ai vu quelqu'un qui a posé une question. S'il vous plaît, mettez les questions dans la boîte à questions. Je répondrai pas aux questions dans les commentaires parce que après, sinon, moi, j'arrive pas à me concentrer et je vais dans tous les sens. Donc, posez vos questions. Il y a une bulle en bas avec un point d'interrogation et vous l'utilisez pour poser les questions. Donc, une des premières choses que les personnes ont demandé concernant la SCI, comme c'est une question basique, c'est pour ça que je te la pose en premier. Allons-y, vas-y. Combien est-ce qu'il faut d'associés pour créer une SCI? Alors, il faut au moins 2 associés pour créer une SCI. Alors, en général, c'est vrai que ça pose toujours question pour dire, ouais, mais bon, moi, j'ai envie d'être tout seul pour acheter un bien à travers une SCI. Alors, c'est vrai que la loi dit pour créer une SCI, il faut 2 personnes. Oui, mais rien n'empêche de dire créer une SCI à 2 personnes, puis l'autre personne vend immédiatement la part sociale en fait qu'elle a acquise avec la création. Du coup, on devient seul associé de la SCI. Souvent, très souvent, je vois ce schéma-là, ou plutôt j'oriente certains clients dans ce cadre de schéma, puisque de toute manière, il faut savoir que pour mettre fin à une SCI, c'est ce qu'on appelle la dissolution anticipée. Et cette dissolution ou dissolution judiciaire, ça intervient tout simplement par des créanciers ou par toute personne intéressée pour justement mettre fin à la SCI. Vous imaginez bien que demain, c'est très compliqué de demander de mettre fin à une SCI parce qu'elle n'a qu'un seul associé, pas 2 associés. Donc, la loi autorise un avertissement tout simplement aux associés de la SCI pour dire, bah voilà, plutôt à l'associé unique de la SCI, pour dire, vous avez 1 an pour régulariser la situation et trouver Voilà, un deuxième associé. je Donc, demandais là. dans tous les cas, si vous voulez rester seul, vous pouvez rester seul. Ça, Mais c'est que pendant un an, du coup. oui, non, mais après, tu retrouves quelqu'un d'autre temporairement et tu reviens. Enfin, il y a plein de montages différents. Après, À chaque fois, faut que tu payes à chaque fois, faut que tu payes des changements de statut tous ouais. les ans, c'est ça. Ben, en fait, après, tout dépend comment ça tourne. Mais aujourd'hui, entre la théorie et la pratique, en pratique, personne ne demande, ah, bah voilà, il y a qu'un seul associé, il faut 2 associés. Tout le monde s'en fout. Si on rembourse la banque va pas demander de la dissolution de la société. Donc, non, non, en pratique, ça se fait jamais. Alors, le thème, c'est tout sur la SCI. Alors, moi, par contre, je recommande jamais les trucs qui sont trop borderline, hein. Donc, Ouais. vous trouvez un associé de confiance. Et sinon, il y a peut-être d'autres options. Mais enfin, en tout cas, moi, personnellement, je m'amuserais pas à faire ça, avoir un associé, pas d'associé, ni nan, nan. C'est pas quelque chose que moi, je ferais. Mais après, il y a des gens qui le font. Les filous, ils s'en sortent toujours mieux que ceux qui font les trucs carrés, hein. Donc, Alors attention, pour répondre à un truc, c'est pas l'illégalité d'être parce que l'illégalité, c'est de créer une société à une personne, une SCI à une personne. Non, c'est à partir du moment où après il y a un des associés qui s'en va, forcément il reste plus qu'une personne. Et tant que finalement le greffe ne vient pas nous demander de régulariser la situation, on peut rester tel quel. Il y a beaucoup de comptables et d'experts comptables qui viennent le dire. À un moment donné, ça n'empêche pas, tant que ça ne vienne pas porter préjudice à quiconque, à partir de là, on peut rester tout seul. Je veux dire, on n'est pas obligé d'être au moins 2. Après, voilà, c'est chacun. Voilà. Alors, c'est parce pas qu'il forcément borderline. on va dire, il y a le fait où tu te retrouves seul. Par exemple, tu t'es mis en SCI avec tes parents et tes parents décèdent et tu te retrouves tout seul. Exactement.
par Voilà. exemple. Ouais. Mais le faire et un mois plus tard, dégager l'associé, je Ah, sais pas. alors après, en Je fait, sais pas. tout dépend des montages, parce qu'à partir du moment où on est deux, en fait, prenons l'exemple. Demain, on est deux à acheter un appartement ou une maison ou un immeuble de rapport. À partir de là, bah, qu'est-ce qu'on fait? On crée la SCI pour porter le projet. La banque, elle va se dire, bah, c'est cool, j'ai deux personnes pour justement me rembourser si jamais il n'y avait pas de loyer. Au moins, je suis sûr d'avoir en fait deux débiteurs. Ok, bon, bah, très bien. C'est vrai que demain, on se retrouve tout seul, bah, il n'y a plus qu'un seul débiteur et pas les deux débiteurs. Donc, c'est vrai que ça peut poser quelques difficultés parfois au niveau de la banque, mais tout dépend de sa situation financière. Si on est aisé financièrement, la banque se dit dans tous les Mais si cas, tu es aisé financièrement, pourquoi est-ce que tu vas pas le faire directement Bon, après, j'avais mon joker avec mon fils, tu vois. Mais moi, oui, j'ai c'est fait, ça. j'étais toute seule. Mon fils n'a rien ajouté à mon dossier bancaire, si ce n'est des charges. Donc, Oui, bah ouais, ouais, c'est donc, clair. du- Mais bon, en tout cas, sachez que Ouais, normalement, vous devez être au minimum deux associés. C'est comme quand vous créez une association. Vous ne pouvez pas créer une association tout seul. ouais. Il faut que vous soyez à deux. Alors, parmi les associés, donc, il y avait une des questions qui était, est-ce qu'on peut avoir un associé mineur? Oui, Donc ça, ouais. j'ai répondu dans les questions, mais effectivement, la réponse est oui. Après, je sais pas si tu veux me donner des précisions, et moi, j'expliquerai dans ma situation ce que j'ai fait. Bah, tu veux pas commencer dans ta situation et puis si tu veux, je pourrais aller plus loin après, mais je pense que tu as déjà la réponse pour le coup. Ok, donc moi, en fait, du coup, donc pour les personnes qui ne sont pas allées lire le post, allez le lire et allez le liker, s'il vous plaît. En fait, à la base, moi, je voulais créer une SCI avec une personne morale. Quand on est tout seul, on a la possibilité de créer une personne. Alors, une personne morale égale une société, en fait, une entreprise. Donc, je voulais faire une personne morale, une entreprise où j'aurais été la seule associée, donc une SASU. Et de l'autre côté, il y aurait eu moi, personne physique, Maëva. Donc, une personne morale plus une personne physique, ça fait deux associés. Donc là, j'étais toute seule dans ma SCI, mais on va dire légalement, il y a deux entités différentes. Le problème, c'est que lorsque il y a une entreprise qui entre en compte pour un prêt, en tout cas dans les différentes banques que j'ai interrogées, elles m'ont dit bah en fait c'est un prêt professionnel. Donc qui dit prêt professionnel dit beaucoup plus de garanties puisque une entreprise elle peut déposer le bilan, elle peut faire faillite. Alors que vous en tant que personne physique, c'est difficile de faire faillite ou en tout cas on peut vous prendre plein de choses avant que vous soyez en surendettement, blablabla. Donc, du coup, la banque prend plus de risques en prêtant de l'argent à une entreprise, donc elle demande plus de garanties. Donc, moi, à chaque fois, on m'a dit à peu près 20% d'apport. J'avais les 20% d'apport, mais je n'allais pas me mettre à poil le niveau épargne juste pour financer un projet. Donc, ma banque, qui, elle, ne faisait pas du tout les prêts professionnels, donc ne finançait pas le montage personne physique, personne morale, elle m'a dit, du coup, j'ai demandé, oui, avec un associé mineur, est-ce que c'est possible? Et elle m'a dit oui. Par contre, les banques, elles n'ont pas le droit de se retourner contre les associés mineurs. Donc, eux, ils ont mis dans leur clause, ça, je ne sais pas si c'est dans toutes les banques, mais en tout cas, dans ma banque, c'était maximum 1% pour les associés mineurs. Donc, du coup, moi, j'ai un enfant, mais je ne vais pas donner 1%, je vais donner un peu moins de 1%, parce que voilà, si on a d'autres enfants, etc., il faut rester dans les 1%. Donc, je vais donner moins d'1%. Et du coup, j'ai pu faire le financement comme ça, mais parce que moi, par rapport à ma situation financière, j'étais dans la capacité de contracter cet emprunt toute seule. Et donc, le fait d'avoir un mineur dedans, ça gêne pas, puisque c'est le but aussi de la SCI. À la fin, c'est d'avoir alors soit des associés ou soit une famille qui s'associe. Et donc, forcément, bah, il y a des enfants à un moment ou à un autre. Donc, je sais pas si tu veux ajouter quelque chose, Clément, sur ce point-là. Pour moi, tu as bien résumé les choses, tout Ok. simplement. Bah, Ouais. après, oui, avec un enfant mineur, moi, si tu veux, je vais pouvoir donner un exemple très concret. Alors, parfois, il y a des parents qui veulent en fait comment créer ce qu'on appelle un capital études en donnant de l'argent justement aux enfants, mais bah, prenons un exemple tout simple. Un achat à 200 000 euros. On achète une maison à 200 000 euros. Euh, c'est vrai qu'il faut deux associés. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est on se met 99%, on laisse 1% à notre enfant mineur. Qu'est-ce qu'on fait? Bah, une fois que le crédit est accordé, la valeur de la SCI, de toute manière, est endettée, la valeur finalement de la maison, donc vaut rien. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait? On transfère une partie du capital à l'enfant qui passe de 1%, on va dire, à 49%, pour garder tout le temps la majorité du capital et pour pouvoir avoir justement pour pouvoir prendre des décisions sur la société.
Dans 18 ans, enfin, ou dans 17 ans, dans 16 ans, dans 15 ans, quand l'enfant aura la majorité, s'il faut payer de longues études, on revend la maison, l'appartement. Donc, on va pas parler de plus-value, on va dire qu'on la vend 150 000. Bah ouais, mais bon, l'enfant aura dans son patrimoine la moitié des 150 000, à peu près 75 000 euros. Bah, forcément, s'il veut faire des études de médecine, d'ingénieur, etc., pour se loger, il a cet argent-là qui sera tout simplement dans son patrimoine. Et là, à ce moment-là, puisque on pourra revendre, bien évidemment. Et c'est comme ça, petit Alors, à petit, qu'on peut aussi transmettre. euh, est-ce que c'est pas dangereux? Parce que moi, j'ai toujours peur des trucs où on donne en avance aux enfants, tu vois, de l'argent. Parce que à 18 ans, Ils sont bon, pas encore après, matures tu financièrement, ouais. sais, voilà, tu sais que tu vas faire tes études. Bon, si tu vois que ton enfant il part en mode baba cool, peut-être que tu vas pas vendre la maison pour payer son voyage, je sais pas où, au Pérou, je sais pas où, bref. Mais ouais, du coup, en fait, quand tu vas vendre, entre guillemets, tu vas perdre enfin, perdre. Tu vas dégager pas mal de valeur, en fait, qui va aller directement dans les mains de ton enfant et tu n'auras pas le contrôle sur ce qu'il va faire de cet argent. Alors, j'en suis bien conscient. Moi aussi, je suis aussi partisan d'assurer la maturité financière de l'enfant avant de lui léguer une certaine somme d'argent. Mais d'un autre côté, après, c'est vrai qu'à un moment donné, c'est si on est aisé financièrement au point de créer du patrimoine, bah, ça sert à rien que l'enfant à 18 ans, on se retrouve avec 1 million de patrimoine à lui léguer. Parce qu'après, il faut transmettre le patrimoine à un moment donné. Ce sera une question qui arrivera. Donc, il y a plein d'astuces, certes, mais à un moment donné, il peut. Alors, attention, ça, c'est un exemple parmi tant d'autres de dire en fait, créer déjà le patrimoine de l'enfant. Bon, il y a plein d'autres astuces, mais voilà quoi, c'est une astuce parmi tant d'autres avec un enfant mineur. Voilà, il peut garder une part comme il peut garder 49% des parts. Ok, ok. Mais Mais pardon, excuse-moi, mais non, forcément, à 49%, on fait beaucoup plus attention à sa maturité financière anticipée pour être sûr qu'à 18 ans, il soit un peu plus mature. Donc voilà, ouais, ouais, moi je préfère garder la main et faire, c'est tu clair. vois, au fur et à mesure de donner les sous. Parce qu'au final, si tu t'arranges bien, que tu Mhm. achètes par exemple ton bien en SCI avec ton enfant mineur quand il a, je sais pas, disons, que tu viens de naître, ou 1 an ou 2 ans. Au final, pour arriver aux études supérieures, bah, tu as au moins 18 ans, et ben, tu auras peut-être déjà pratiquement fini de rembourser en fait le crédit. Ouais. Et du coup, avec les loyers bah, de ta SCI, tu peux payer directement les études de ton enfant sans lui C'est verser un capital de 100 000 euros ou 150 000 euros selon la valeur des biens qui sont possédés par la SCI. Ok, super. Donc ça, c'était pour les mineurs. Euh, après, donc il y avait une question. Donc on a parlé des enfants. Donc là, maintenant, on va parler des parents. Il y avait une question qui était intéressante, c'est et je l'ai pas souvent, mais régulièrement. Mhm. Est-ce que ça peut être intéressant de faire une SCI avec les parents? Donc ça, c'est beaucoup pour les personnes qui ont des parents qui n'ont pas forcément les moyens, une bonne retraite et tout ça. En fait, d'acheter un bien avec un enfant. En règle générale, la question, c'est comme ça, hein. C'est un enfant qui se met avec un enfant, bah, en règle générale, celui qui a le plus les moyens, Ouais. qui s'associe avec les parents pour acheter un bien pour que ce soit la résidence principale des parents. Mhm. Bah alors après, tout est possible. Après, c'est pareil, c'est une question de montage. Alors moi, je le vois de temps en temps. Après, c'est faut voir parce que si les enfants sont aisés financièrement, pourquoi est-ce qu'ils ne mettent pas les parents dans le bien? Est-ce que enfin c'est pareil, on peut s'associer avec les parents, mais c'est aussi une question de transmission patrimoniale parce que même si petit à petit on part du principe que c'est la résidence principale de un ou plusieurs associés dans le cadre de la SCI qu'on consent justement, enfin qu'il n'y ait pas de loyer qui rentre dans la SCI, bah, après ça n'empêche pas que les enfants achètent eux-mêmes finalement directement de la SCI et mettent à disposition à titre gratuit quelqu'un. Et puis voilà, alors ça sera considéré comme une forme de résidence secondaire quelque part. Oui, alors là, parce que là, l'idée, c'est de se dire, Ouais, parce il y a plusieurs cas de figure. Parce que ouais. parfois, ce sont les parents qui ont envie d'acheter une résidence principale, mais comme ils ont des petits salaires, comme il y a beaucoup de parents, par exemple, qui ont émigré en France, qui n'ont pas forcément des gros salaires, etc., qui ne peuvent pas acheter des biens, mais du coup, les enfants veulent les aider, et du coup, au lieu d'avoir enfin, au lieu d'avoir deux petits salaires, par exemple, ou qu'un salaire, souvent quand il y a une maman toute seule, que par exemple, en fait, et le salaire de la maman et de l'enfant soient pris en compte
pour pouvoir acheter, D'accord, ok. tu vois, le bien. Oui, alors c'est possible. Oui, oui, non, mais alors c'est possible. Oui, oui, c'est possible. Si on est plusieurs, c'est vrai que c'est plus réconfortant ou plus rassurant pour une banque d'avoir trois emprunteurs, quatre emprunteurs plutôt que un ou deux emprunteurs. Donc oui, oui, non, non, mais c'est ah oui, oui, c'est là, je comprends mieux la question, c'est tout à fait possible. Alors, du coup, moi, par contre, le point sur lequel, et peut-être que tu pourras, on va dire, j'allais dire élaborer, oui, sur le point, c'est de faire très attention quand il y a des frères et sœurs et qu'il n'y a qu'une seule personne qui va en fait se mettre dans la SCI avec les parents. Parce que n'oubliez pas que vos parents, s'ils ont d'autres enfants, le jour où ben, malheureusement leur heure arrive et que ben, ils doivent nous quitter, du coup leur héritage est censé aller à tous les enfants. Donc, l'idée, c'est de d'abord préparer, de se dire, de toute façon, dans la SCI, l'avantage, c'est qu'on contrôle qui entre et pas qui sort, mais en tout cas, on contrôle qui entre dans la SCI. Ça veut dire que souvent, dans les statuts, on va mettre que il faut qu'il y ait un vote à la majorité pour qu'un nouvel associé puisse arriver. Sachant que même si cet associé, il a reçu la part en héritage, ça veut dire même si c'est un enfant, ou par exemple la femme d'un cousin, tu vois, son mari et le cousin il est décédé, la femme elle récupère en tant qu'épouse, et ben les membres de la SCI, ils peuvent dire non, tu rentres pas dans la SCI. Par contre, il faudra la dédommager bien sûr pour la valeur de ses parts. Parce qu'il y a souvent des personnes qui disent, ouais, bah, moi, je veux bien m'associer avec mes parents, mais après, dans les frères et sœurs, bon, bah, des fois, il y a quelques pommes pourries, et du coup, tu n'as pas forcément envie de t'associer avec eux sur un projet immobilier. Donc, du coup, c'est bien quand vous faites ça de savoir, OK, qu'est-ce que je vais faire le jour où les parents, ils vont décéder? Est-ce que je vais racheter les parts de mes frères et sœurs, ou est-ce on a décidé d'office que le jour où il n'y a plus les parents, on vend le bien et on dissout en fait la SCI. Mais ça, c'est des choses qu'il faut prévoir en amont. Alors, il y a possibilité, alors uniquement entre les associés, de prévoir certaines choses. Après, parfois, c'est souvent une volonté des parents, c'est de faire en sorte, en fait, de rédiger ce qu'on appelle un acte qui va être confidentiel, qu'on appelle le pacte d'associés. Ça, c'est très important. Souvent, c'est à la demande des parents. En fait, alors, les statuts sont rendus publics. N'importe qui peut les commander sur Internet. Par contre, derrière, le pacte d'associés, c'est privé, c'est confidentiel et ça exprime la volonté réelle des associés, euh, tout simplement dans le cadre des règles de fonctionnement pendant justement l'existence de la société. Donc, c'est entre tous les associés, bien évidemment, mais au moins, ça exprime justement des règles de fonctionnement qui permettent justement de suivre la volonté notamment des parents. Voilà, Et ça, du coup, par exemple, en cas de décès, ça, tu peux le ramener chez le notaire pour expliquer, ben voilà, les parents, ils voulaient que la maison soit vendue et pas que ce soit conservé. Alors, idéalement, tu le rajoutes dans un testament. Comme ça, au moins, si tu veux, tu ajoutes justement un certain nombre de choses. Le fait que l'enfant ou les enfants qui ont signé ce pacte d'associés, donc les associés sur le moment, ont signé ce document, c'est qu'ils ont pleinement conscience et qu'ils acceptent le fait que les frères et sœurs rentreront justement dans la SCI enfin, peu importe après la configuration, mais en fait, ils acceptent déjà. Donc oui, il faudra l'apporter bien évidemment au notaire, accompagné d'un testament, et sur le fait de pouvoir transférer, enfin transmettre le patrimoine justement existant entre les frères et sœurs, et puis de partager. Ouais, Ok. Donc, du coup, ce que tu dis là, c'est que quand on fait une SCI, c'est quand même important, même si je le répète souvent, de faire un testament. Hein, c'est important quand on a un minimum de patrimoine. Mais du coup, quand on crée une SCI, c'est important d'avoir un testament où on va expliquer ce qu'on souhaite qu'il soit fait avec nos parts ou pas. c'est Ou, ça. parce que par exemple, quand tu fais ton testament, il y a un truc qui dit, tu sais, tu fais une donation, enfin, tu fais une attribution de biens, je crois que ça s'appelle. Ouais. Et du coup, tu peux dire que bah voilà, en fait, la SCI, on l'attribue à tel enfant qui s'est associé avec nous. Mhm. Mais par contre, charge à lui, en fait, de contracter le prêt nécessaire pour acheter éventuellement les parts des autres. Exactement, Des c'est autres. ça. Voilà. Ok, d'accord. Alors, du coup, on a parlé des parents, on a parlé des enfants. On a parlé un peu du financement, puisqu'on a parlé de l'endettement, du fait de se mettre à plusieurs, etc. Ouais. Donc, il y a des personnes, et souvent on va entendre sur les réseaux que quand tu achètes en SCI, en gros, c'est comme si tu achetais en mode Batman et que la banque ne va pas te demander ton niveau d'endettement, en fait. Alors, ouais.
Alors, j'ai demandé à une courtière de me donner la réponse pour que je puisse vous donner la réponse, mais vas-y, je Non, mais te... vas-y, justement. Alors, attends, par contre, je vais juste la noter pour que vous sachiez. Je sais pas, en fait, je crois que je ne vois plus vos commentaires, hein, donc j'espère pour vous que vous posez vos questions dans la boîte à questions parce que je vois pas les commentaires. Alors, ah purée, ça me met pas de suggestion. Ah, bah tant pis. Bon, bah, je vous donne son nom, hein, c'est Kissy Perron, courtière, donc vous pouvez la trouver sur Instagram. Et du coup, donc, je lui ai demandé, voilà, au niveau de l'endettement. Parce que moi, comme je suis déjà au-delà de la limite de l'endettement, quand j'ai fait, enfin, de la limite standard de l'endettement, Autorisé, ouais. quand j'ai fait ma demande pour la SCI, j'étais déjà au-dessus des 35% en fait. Donc, je ne sais pas du tout quel est le critère qu'a pris ma banque pour m'accorder le prêt. Ah, merci, merci. Merci beaucoup, Mujinga. Ah, super, les filles. Vous voyez le Kissy Perron courtier crédit. Voilà, c'est ça son Instagram. Merci beaucoup, les filles. Donc, du coup, ce que je disais, c'est que moi, comme de mon expérience, je ne sais pas du tout quel critère a pris la banque. Parce que, bah, comme j'étais déjà hors clou, en fait, je n'ai pas pu comparer. Donc, elle, ce qu'elle m'a dit, c'est que la banque, en fait, va regarder. Alors, je reprends, excusez-moi, je reprends. La SCI, quand vous la créez, c'est une coquille vide. D'accord? Il n'y a rien. Il n'y a pas de bien dedans. On est au tout début et il n'y a rien dedans. Donc, la banque, elle ne va pas vous prêter de l'argent comme ça en disant, ah, ben, c'est une entreprise. Je vous donne 200 000, 300 000, et puis voilà, tranquille. Donc, il y a des banques qui vont appliquer le taux d'endettement de la manière la plus standard. Ça veut dire qu'ils vont regarder le taux d'endettement des associés et ils vont dire, bon, ben voilà, vous êtes déjà à 25%, donc c'est bon, il vous reste tant, en prenant en compte les loyers attendus, etc. Après, il y a d'autres banques qui vont juste considérer la SCI et là, du coup, c'est à leur discrétion. Voilà, Ouais, donc c'est eux c'est qui ça. décident à combien est-ce qu'ils veulent bien vous prêter de l'argent. Mais enfin, moi, je pense en tout cas qu'il ne faut pas trop se faire des plans sur la comète en se disant, ouais, bah, moi, de toute façon, même si je suis à 33%, je vais faire une SCI et la banque, elle va me prêter. Bah, après, il y a autre chose. C'est que pour un moment, c'est pareil. Moi, je travaille avec des courtiers et qui me disaient il y a quelques semaines que tout dépend du régime fiscal de la SCI, à l'IS ou à l'IR. À l'IR, on prend forcément en compte les associés, enfin le taux d'endettement des associés, alors qu'à l'IS, bah non, c'était une personne morale, mais complètement à part. Donc, à partir de là, on ne prenait pas en compte. En fait, c'est Ouais, une question de régime fiscal et très souvent. si la banque considère que c'est vraiment juste une personne morale, donc du coup, elle va t'appliquer les contraintes des personnes morales et C'est du coup, ça. elle va te demander beaucoup plus de garanties, soit un gros apport. Moi, je me demande si la banque, elle n'a pas fait ça parce qu'en fait, ils m'ont demandé un gros apport, mais pas un apport de 20% comme demandaient les autres banques. C'était Ouais. un apport assez conséquent, plusieurs dizaines de milliers d'euros, mais c'était pas les 20% que les autres me demandaient. Et Après, j'ai eu après, un petit ouais. crédit, un petit discount sur l'apport. Bah, Et tu sais que quand tu prêtes de l'argent à une ACI, la ACI te rendra de l'argent. Donc, quand tu fais oui, un non, je apport en sais, direct, et ça, je c'est sais. énorme. Parce qu'à un Et ouais, moment donné, si tes loyers te rapportent plus, donc ça te génère de la trésorerie, et en fait, tu te rembourses mois après mois, oui, en fait, ton apport pour faire oui, d'autres projets. Et oui. ça, tu t'enrichis progressivement. Et d'ailleurs, donc ça s'appelle un apport en compte courant associé. Donc ça veut dire que c'est l'associé qui met de l'argent, mais c'est de la trésor, entre guillemets, on prête l'argent à l'entreprise. Ça, c'est valable pour toutes les entreprises, hein. Et l'entreprise, en fait, peut nous rendre cet argent bah, sans qu'on soit fiscalisé dessus, puisque c'est de l'argent qu'on a prêté. Donc il n'y a pas de raison qu'on soit fiscalisé dessus. C'est pas du gain, c'est pas du bénéfice. Et du coup, attends, j'ai un truc qui m'est sorti de l'esprit. On a parlé de ça. Ah oui, et le compte courant associé peut être, en fait, on peut appliquer un taux d'intérêt au compte courant associé. Donc, en fait, c'est comme si tu plaçais ton argent, mais dans ta propre entreprise. Et l'entreprise, elle peut te payer jusqu'à un certain taux, je crois que c'est 1,5, un truc comme ça. Alors, l'année dernière, Et, c'était 1,16 exactement, mais ouais, ouais, c'est ça. et Ouais. merci pour la précision, parce que moi, je lis et puis après, j'oublie, tu vois. Donc, tu peux prêter jusqu'à un certain taux l'enlevant de tes charges. Mais si jamais tu mets un taux supérieur, du coup, tu ne pourras pas l'enlever de tes charges du côté de l'entreprise. C'est ça, exactement. Voilà. Ouais. Donc Et oui, il sera en replay. Alors, Et euh, attends, et c'est vas-y. mieux rémunéré qu'un livret A. Je tiens quand même à le Oui, préciser.
Donc, C'est mieux c'est mieux rémunéré. qu'un livret A. Donc, et en plus, il n'y a pas le plafond du livret A parce que l'argent que j'ai Ouais, mis, c'était beaucoup plus que, c'était beaucoup plus que le c'est livret clair. A. Alors, donc, bah, du coup, t'as parlé de l'imposition. Donc, l'avantage de la SCI, quand même, c'est que c'est flexible au niveau de l'imposition. On peut avoir le choix entre l'IR, l'impôt sur le revenu. Donc, c'est comme Mhm. si, en fait, les revenus que va vous verser la SCI, c'était un salaire. En gros, Ouais, 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 ouais. je schématise. Enfin, non, pas comme un salaire, ça va être du revenu foncier, Ça va puisqu'il être va y plutôt, avoir ouais, voilà, c'est ce que voilà, j'allais dire. comme du revenu foncier. En fait, c'est comme s'il n'y avait pas de SCI. Donc, on dit qu'elle est transparente fiscalement. En fait, c'est comme s'il n'y a pas de SCI. Ce que la SCI gagne, c'est comme si c'était vous qui le gagnez. En gros, que vous l'ayez en nom propre ou en SCI, entre guillemets, ça ne change rien d'un point de vue C'est fiscal. ça. En fait, c'est totalement transparent, ouais, Voilà. exactement. Sauf que, contrairement à l'indivision, vous avez des règles du jeu. Voilà. Et donc, C'est clair. l'autre, c'est l'IS. Donc, c'est l'impôt sur les sociétés. Et là, du coup, on dit qu'elle est fiscalement opaque. Ça veut dire que c'est sa propre entité et c'est complètement décorrélé de l'imposition que peuvent avoir les associés. Donc, il C'est y a des ça. avantages et des inconvénients, bien sûr, pour les deux. Alors, peut-être que tu veux nous en parler, Bah, Clément? si tu veux, je vais donner un exemple pour les deux. Prenons l'exemple. Voilà, toi et moi, on crée une SCI, 50, alors, on va dire 80, allez, 60-40, 60 pour toi, 40 pour moi. Of course! C'est bien, hein. C'est sympa. Et j'accepte pour une fois de prendre la minorité des parts. D'habitude, il faut toujours dire avoir au moins 51% des parts. Là, j'accepte de prendre que les 40%. À la fin de l'année, dans la SCI, on a 10 000 euros de bénéfices. Et ben, les 10 000 euros, tout simplement, si c'est une SCI à l'IR, c'est fiscalement transparent. Donc, toi, tu vas imposer sur ta déclaration d'impôt 60% des 10 000 euros, donc 6 000 6 euros. 000. Et moi, je vais être imposé sur 4 000 euros. Voilà. Donc, après, c'est chacun est imposé différemment, mais on est au prorata. La SCI à l'IS, comme tu l'as souligné, c'est une personne qui est totalement à part. Donc, en fait, c'est elle qui va payer ses propres impôts, ce qu'on appelle l'impôt sur la société ou l'impôt sur les bénéfices, qui est de 15% jusqu'à 38 000 euros. Là, on a 10 000 euros, donc on va avoir 38 000 euros de bénéfices. jusqu'à 38 000 euros pardon, de bénéfices. Là, en l'occurrence, du coup, en prenant le principe qu'on a 10 000 euros de résultat, donc on va payer 15%, la société va payer 15% d'impôts, Donc, donc il 500. restera 8 500, mais l'argent restera dans la société. Ça veut dire que demain, pour sortir l'argent, il faudra qu'on le prenne sous forme de dividendes. Les dividendes, tout simplement, donc c'est le résultat qu'on se partagera. Donc les 8500, 60% pour toi, 40% pour moi, sur lequel chacun d'entre nous optera, enfin, soit prendra 30%, ce qu'on appelle de flat tax, c'est-à-dire 30% d'impôt, mais après c'est net dans la poche, soit va l'imposer comme un salaire, tout simplement. Voilà. Plus les prélèvements sociaux. C'est ce que j'allais rajouter, plus les prélèvements sociaux, tout simplement. Après, c'est au cas par cas. C'est voilà, c'est une option, c'est tout dépend de la situation personnelle de chacun. Voilà. Voilà. Parce qu'en fait, il y a avantages et inconvénients. Donc, moi, par exemple, dans mon cas, ça ne m'intéresse pas d'être imposé à l'IR parce que je paye beaucoup d'impôts sur le revenu. Donc, si jamais je me fais en plus imposer sur les revenus de ma SCI, enfin, les revenus, en tout cas, les bénéfices de ma SCI, je fais que de payer des impôts, en fait. Puisque Non, si je mais paye c'est ma ça. tranche plus les prélèvements sociaux, parce qu'il faut savoir tous les revenus fonciers, il faut rajouter les prélèvements sociaux, c'est 17 quelque chose. Euh, 17,2%. voilà. Donc 17,2% en plus de votre tranche marginale d'imposition, puisque ça se rajoute à votre salaire. Donc si Ouais, vous êtes dans les 11% ou à 0%, bah, tant mieux pour vous. Mais si on est à 30 ou à 41%, ça commence à faire la moitié ouais, c'est ça. des montants qui partent en impôts. Donc, pour les personnes qui sont fortement imposées, on peut se dire, bah voilà, l'IS, c'est plus intéressant. Mais encore une fois, il faut pouvoir sortir l'argent. Donc, il y a plusieurs façons, mais là, on ne va pas rentrer dans ce schéma-là parce que c'est plus le thème de Du live, ouais. live. Mhm. Mais en gros, il y a d'autres moyens de sortir l'argent à travers d'autres entreprises pour faire tourner l'argent au sein des entreprises. Parce qu'en fait, l'État français, tout ce qu'il veut, c'est que l'argent circule. En fait, il ne C'est veut ça. pas que vous gardiez l'argent dans votre poche. Donc, il préfère que si vous avez de l'argent et que vous l'avez en entreprise, il va dire, ben voilà, faites des rénovations dans vos biens, enfin, c'est plutôt des rénovations en gros, ou rester au sein d'une entreprise qui elle-même va dépenser et va créer de la valeur, etc. Pas pour que ça aille
dans la poche d'un particulier, en fait. Donc, il y a Alexandre qui écrit une holding, oui, c'est ça. Mais on va pas parler de la holding aujourd'hui, parce que sinon, il faut faire 2 heures de live. Donc, du coup, il y a aussi une autre différence entre l'IR et entre le choix de la SCI à l'IR et la SCI à l'IS. C'est que quand on est imposé à l'IS, comme on va aussi amortir le bien dans la société à l'IS, donc du coup, ça nous crée de la charge. C'est ça, exactement. En fait, il faut partir du principe que acquérir un bien à travers une SCI à l'IR, c'est comme faire une acquisition en direct, en fait, tout simplement, avec une autre personne. Là, tout simplement, à l'IS, l'avantage, c'est qu'on va amortir la valeur du bien. Donc, en gros, allez, considérez que pendant à peu près entre 5 et 10 ans, vous ne payez pas d'impôt dessus, enfin plutôt la société ne paiera pas d'impôt. Mais par contre, à la sortie, vous allez être taxé assez souvent lourdement, ce qui fait qu'en fait, ça revient quasiment au même. Ça veut dire que soit Alors, vous êtes à... Vas-y. excuse-moi, je t'interromps, je vais juste expliquer c'est quoi l'amortissement. Ah oui, pardon. L'amortissement, par exemple, en fait, toute entreprise peut amortir les biens qu'elle achète. Donc, amortir, ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, j'achète une voiture pour mon entreprise. Les voitures, je sais plus, je crois que ça s'amortit sur 6 ans ou peut-être un peu plus, je C'est me sur souviens. 5 ans exactement. 5 ans, voilà. Donc, la voiture, elle s'amortit sur 5 ans. J'étais pas trop loin, hein. Ouais, non, non, c'est bien. Pour Ouais, quelqu'un qui fait du bah, métier, si tu veux, souvent la voiture, tu prends une valeur de 10 000 euros. Si tu veux, pour une voiture sur 5 ans, pour ta question oui, oui, d'amortissement. j'allais dire 50 000 euros parce que c'est plus dans mon standard. Je Ok, rigole. C'est juste que c'est plus facile de diviser c'est 50 clair. par 5. Mais bon, en gros, vous allez dire, voilà, vous avez une voiture qui vaut. Parce que franchement, à 10 000 euros, je sais pas, qu'est-ce que je Ouais, suis en bon, bah, ok, bah alors 20 000 euros si tu veux, peu importe. je suis dans l'auto aussi, donc c'est difficile. Donc, disons, une voiture à 50 000 euros. Et bien, en fait, si vous l'amortissez sur 5 ans, ça veut dire que chaque année, dans vos charges, vous allez mettre 10 000 euros, 10 000 euros, 10 000 euros, 10 000 euros. Pourquoi? Parce que vous allez dire en tant qu'entreprise, bah, comme ma voiture, elle ne vit que pendant 5 ans, même si vous pouvez la garder pendant 15 ans, mais comptablement parlant, on estime qu'une voiture, ça vaut de l'argent pendant 5 ans et après, ça vaut plus d'argent. Donc, on va dire, ben, tous les ans, j'ai perdu les 10 000 euros de la valeur de ma voiture et au bout de 5 ans, elle vaut zéro. Donc, c'est comme si fiscalement, vous provisionnez le rachat de cette voiture. Voilà, c'est comme si vous disiez, ben, moi, je mets 10 000 euros de côté chaque année pour pouvoir me racheter une voiture au bout de 5 ans. Donc, c'est ça l'amortissement. Et donc, c'est la même chose. Ça peut être la même chose sur un immeuble ou sur un terrain. Et c'est le système qui est utilisé dans la LMNP que je ne pratique pas, donc j'en parle pas. Mais en gros, votre immeuble, vous allez l'amortir, c'est combien d'années? 10 ans, 14 ans, je sais plus. En fait, au niveau d'un immeuble, assez souvent, ça peut être, si tu veux, souvent entre 20 et 30 ans, mais après, c'est Ah, pareil, faut prendre la toiture, faut prendre le gros œuvre, faut prendre plein de choses. Enfin, après, c'est au cas oui, par oui, cas, souvent. il y a plusieurs bouts. Mais bon, en gros, ça vous permet d'avoir des charges virtuelles, en gros, comme si l'immeuble n'avait plus de valeur au bout de 20 ou 30 ans, en fonction des morceaux, les fenêtres, les portes et tout ça. J'ai vu qu'il y a différents postes. Bon, bref. Donc, vas-y, excuse-moi, je t'ai interrompu, mais c'était juste pour Ah non, expliquer mais le principe de non, mais l'amortissement. il n'y a pas de souci. Là, il y a une question. Et après, qu'est-ce qu'on fait de la voiture? On peut la garder. La réponse est oui. Mais par contre, le jour où vous la revendez, ben, prenons l'exemple de la voiture à 50 000 euros. Au bout de 5 ans, on considère qu'elle ne vaut plus rien comptablement. Là, si après on la revend 20 000 euros, eh ben, les 20 000 euros, ça sera 20 000 euros de résultats sur lesquels on paiera de l'impôt, tout simplement. En fait, on vient réintégrer en fait la vente au résultat au-delà de l'amortissement. C'est pour ça qu'on dit que une fois qu'on aura revendu l'immeuble, souvent, bon bah après, ça peut être un immeuble à 150 000 comme à 450 000 euros. Et ben forcément, et ben payer 25% sur 450 000 euros, souvent, ça fait assez mal. Donc voilà. Après, c'est tout dépend de la configuration. Bah, après, si ton immeuble, tu as fini de le rembourser, alors quand on dit immeuble, hein, ça peut être Mm. immeuble ou appartement, c'est juste si ton bien immobilier, c'est immeuble dans le sens c'est bien immobilier, tu t'as fini de le rembourser et tu as 400 000 euros et tu retires 25%, Ouais, sans mais compter tous les loyers que tu as touchés entre-temps, etc. Tu vois, c'est un calcul à faire. Après, moi aussi, le calcul que j'ai fait, mais ça, c'est ma stratégie, c'est que moi, mon immobilier, je l'ai acheté pour c'est mon assurance retraite en fait. C'est mon oui, assurance d'accord, retraite oui. Mm. que dans 8 ans, ben, je pourrais arrêter de travailler si j'ai envie, quoi.
Et j'ai travaillé pour arrêter avant, bien entendu. Mais en tout cas, cette partie-là, c'est fait. Et c'est aussi mon assurance décès, entre guillemets, pour si jamais, même si j'ai une assurance décès pour de vrai, mais pour assurer que voilà, mon fils, il aura une rente s'il m'arrive quelque chose. Et du coup, moi, en fait, la revente, même si ça ne veut pas dire que je vais jamais revendre, hein, je ne peux pas prédire l'avenir et dire que je vais jamais revendre les biens que j'ai au sein de ma SCI, mais c'est pas dans ma stratégie en tout cas de faire de la revente. Oui, non, mais après, voilà, tout dépend de la stratégie et puis des objectifs de chacun, c'est clair. C'est clair. Exactement. Et du coup, ben, en parlant du coup de revente, parce qu'il y avait une des questions. Alors Ouais. attends, avant de parler de la revente, on va juste, je le note, j'ai mon petit cahier. D'accord. Mais avant de parler de la revente, on va juste parler de la vente, parce qu'il y a des personnes qui demandaient est-ce qu'il faut créer la SCI avant d'acheter? Alors, moi, ce que j'ai fait quand j'ai acheté en SCI, en fait, quand vous signez votre compromis, vous pouvez en fait utiliser ce qu'on appelle une clause de substitution. Donc, la clause de substitution, ça veut dire que vous mettez dans le compromis que c'est moi, Maëva, machin, machin, qui signe le compromis de vente, mais je me réserve le droit de mettre une autre personne en acheteur au moment de la signature. Et donc, cette autre personne, ça peut être une personne physique comme une personne morale. Et du coup, euh, ah, ok, je crois que je vois les trucs en décalé parce qu'on peut finir sur l'amortissement. On a déjà fini depuis longtemps. Donc, du coup, excusez-moi, vous utilisez cette clause de substitution. Et une fois que bah, voilà, vous avez votre financement, enfin en tout cas vous avez le OK de la banque, c'est là que vous allez commencer les démarches pour créer votre SCI. Parce que des fois, ça sert à rien de créer une SCI pour que ce soit une coquille vide, quoi. Oui, mais c'est clair, c'est clair. Ah, mais c'est ça. Et puis après, il y a plein d'autres avantages, je veux dire, de créer une SCI. Enfin, je veux dire, on parlait de vente, mais par exemple, demain, alors, c'est vrai que souvent la SCI, elle est créée entre le compromis, une fois qu'il a été signé, et L'acte entre le authentique. passage. Hein? Ouais. L'acte authentique. Ouais, mais souvent, les banques, elles préfèrent se dire, ouais, mais je prête à la SCI et je ne prête pas à vous en direct. Donc, il faudra Ah oui, créer pour la la SCI. demande. Oui, 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 Ouais. oui. Souvent par la Pour demande de l'émission prêt. de l'offre. Pour l'émission de Exa- l'offre. Effectivement. Exactement. Donc c'est là où justement, souvent, qu'on fait une demande de prêt ou justement pour l'émission de l'offre, il faut créer à ce moment-là la SCI. Et puis à partir de là, justement, après, on part jusqu'au notaire. Ouais. Exactement. Ouais, moi, ce que j'avais fait, c'est qu'en fait, la demande de prêt, elle avait été faite avec le nom de la SCI. Et pendant qu'ils étaient en train de faire tout leur, je sais pas quoi, moi, j'étais en train de créer la SCI avec le nom que je leur avais donné. Et puis après, quand ils ont émis, ben, la SCI existait et c'était bon, quoi. Ouais, Voilà. c'est ça. Exactement. Exactement. Après, pour ceux, alors, pour une question aussi, pour aller plus loin, la SCI ne doit pas être créée après le passage chez le notaire. Parce que ça voudrait dire soit, non, mais qu'on soit bien d'accord, Oui, hein. oui, oui, oui. Faut que ce soit avant le passage chez notaire, effectivement, comme tu dis. Parce qu'après, ça voudrait dire que nous, on est propriétaire, mais après, il faut soit l'apporter à la SCI, ce bien-là, donc ça a des frais, soit revendre à la SCI. Et pareil, en fait, c'est double frais de notaire. Ouais, non, mais là, faut jamais faire ça, hein. Franchement, si vous Ah faites ouais, ça. non, 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 mais Parce que justement, alors il y a quelqu'un qui demande combien de temps pour la création de la SCI. S'il vous plaît, pour les questions, mettez-les dans la boîte. On va les prendre dans 5 minutes. J'ai presque fini les questions qui ont été posées. Euh, donc, tu disais par rapport, oui, à la création de la SCI. Donc, moi, j'ai ce problème-là parce que j'ai des biens que j'ai en nom propre hum, et que j'aurais bien aimé avoir en SCI, justement à cause de l'IR. Parce que je oui. paye trop d'IR sur certains biens que j'ai. Et du coup, je me suis renseignée, voilà, comment est-ce que je fais, est-ce que je peux les passer, genre les transférer comme ça dans la SCI, mais en fait, on peut pas faire ça, puisque la SCI, c'est une personne morale. C'est comme si c'était un individu. Ouais, c'est ça. Donc, du coup, c'est comme si vous vendiez votre bien à quelqu'un. Et donc, cette personne, quand elle l'achète, eh bien, elle va l'acheter comme une Comme personne. n'importe qui, ouais. Là, Comme n'importe c'est-à-dire, qui. il faut changer ben, l'acte de propriété, etc. Par contre, tu peux faire un apport en nature à ta SCI. Ouais. Alors, je ne sais pas si ça s'appelle apport en nature, mais en gros, C'est ça, tu c'est les... c'est bien l'apport en nature, ouais. C'est ça. Voilà, donc tu fais un apport en nature avec ton bien, mais cet apport en nature, quand même, il faut changer l'acte de propriété. Donc, même si tu ne vas pas payer les 8-10% que tu vas payer en temps normal, tu vas quand même payer, moi, ce que j'ai Cinq vu, pour c'était cent, ouais. Ouais, 5% c'est ça, c'est bien 5%, ouais. de frais de transfert, entre guillemets, de propriété d'un associé qui l'apporte
qu'il l'apporte à la SCI. C'est ça, Mais du exactement. coup, voilà, si tu as un bien qui vaut 200 000 euros, ben 5% de 200 000 euros, Ça fait très mal. voilà, ça fait pas plaisir. On se dit, j'aurais Ah dû non, mais c'est payer clair. avant. Mais moi, dans mon cas, en fait, pourquoi je me dis, enfin, en fait, quelque part, je paye. C'est pas si grave que ça, parce que moi, c'est un bien que j'avais reçu suite, enfin, comme dans un héritage, en fait. En fait, j'ai racheté, en fait, c'était la fin d'une indivision, donc j'ai racheté des parts de mon père et de mon frère. Et Mhm. donc, du coup, moi, j'ai payé que des frais de licitation pour récupérer ce bien. Donc, j'ai payé que 2,5% de frais de notaire. Oui, c'est les droits de soult et tout, c'est les droits de liquidation. Ouais, c'est ça. Voilà, exactement. Ça s'appelle des frais de partage. Et enfin, c'est l'équivalent de frais de notaire, mais à l'intérieur d'une Mhm. indivision, pour faire plus simple. Parce que je sais que les notaires qui me suivent à chaque fois, ils sont là, ça s'appelle pas des frais de notaire. Je dis oui, je sais, mais les gens, ils connaissent les frais de notaire et à la fin, c'est autre chose. C'est clair. Donc voilà. Donc si vous voulez faire une SCI, si vous voulez acheter un bien SCI, il faut créer la SCI avant, mais vous n'avez pas forcément besoin de l'avoir créée avant de commencer à chercher vos biens, etc. Ouais, Et c'est ça. après, si vous avez déjà des biens pour les rentrer dans la SCI, ben, ça coûte de l'argent. Donc, il faut voir est-ce que ça vaut vraiment le coup de le faire. Alors, je regarde juste. Voilà, donc là, on a fait le tour. Ah oui, non, j'avais une dernière question. Ouais, Il y a quelqu'un qui demandait est-ce que le fait d'acheter en SCI, ça permet d'éviter l'impôt sur la fortune, bon, qui n'existe plus. Maintenant, c'est l'impôt sur la fortune immobilière. Donc, au lieu de c'est ça. l'IFF, c'est l'IFI. Oui. Du coup, je te laisse répondre. Parce que j'ai dit non, à mon Ah, avis, non, mais alors, en effet, c'est non. C'est bien non. Ça veut dire que vous n'y échapperez pas. Une SCI, bah, tout simplement, qu'on possède un bien en direct ou de manière indirecte par le biais d'une SCI, au contraire, on va payer de l'IFI. L'IFI, pour rappel, en fait, c'est l'impôt sur la fortune immobilière et c'est tout. En fait, c'est un impôt sur le capital immobilier. Ça veut dire que derrière, vous allez payer sur tout ce qui va être l'immobilier détenu par le biais d'une SCI en direct ou aussi sur vos contrats d'assurance vie, sur les enfin sur la partie ah, immobilière. la partie immobilière. Ah oui, Ouais, 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 ouais. ok, Ouais. ok. Moi, Alors, j'ai des clients qui ont c'est sur 300 000 euros. Je peux te dire patrimoine net. que, C'est hein? net, hein. C'est le patrimoine Ah oui, net. oui, c'est le patrimoine net. Donc, c'est Donc, bien, oui, c'est bien l'actif tant moins le qu'on a nos passif. Ouais. crédits qui courent, Vous êtes tranquille. voilà. C'est ça, Mais c'est exactement ça. j'espère que bientôt je paierai l'IFI. Par contre, il y a un truc. Il y a beaucoup de personnes alors, il y a de plus en plus de personnes qui achètent leur résidence principale à travers une SCI parce que le jour où on déménage, c'est plus simple de mettre en location le bien ou, enfin, de vendre, de mettre en location le bien, mais c'est plus simple, en fait, d'avoir un choix stratégique à la sortie, quand on déménage. Donc, si tu veux, la SCI, par contre, la résidence principale dans la SCI, il faut savoir que on ne profite pas de l'abattement de 30% de l'IFI. C'est-à-dire que quand on a une résidence principale, on va prendre 1 million d'euros. Derrière, on a forcément un abattement de 300 000 euros, de 300 000 euros, de 30%, pardon, 30%, donc sur 300. la valeur de la résidence principale. Donc, c'est pour ça qu'on peut se permettre d'avoir une résidence principale un peu plus chère. Mais par contre, dans le cas d'une ACI, non, on ne peut pas avoir cet abattement de 30%. Ok. Donc du coup, tu réponds à la question, parce qu'il y avait une question qui était passée tout à l'heure sur Ouais, le fait est-ce qu'on peut acheter sa résidence principale en SCI? Et du coup, moi, je trouve que la SCI, en fait, c'est bien pour acheter aussi la résidence principale pour les personnes qui sont pas mariées. Parce que, ou même mariées, en fait, hein. C'est simplement que ça va faciliter, en fait. En fait, la SCI, elle rend le patrimoine liquide dans le sens où ce sont des parts de société qui sont beaucoup plus faciles à échanger et à acheter que de l'immobilier pur et dur, en fait. c'est Et, clair. Ouais. et du coup, moi, je trouve que ça, c'est avantageux, effectivement, d'acheter en SCI parce que bah, si tu te sépares, il y a peut-être quelqu'un, tes parents, ils peuvent racheter tes parts et vous pouvez garder le bien. Et ça coûtera beaucoup moins cher un rachat. Enfin, ça coûtera pas moins cher qu'un rachat de soult, mais il n'y aura pas la partie frais de notaire ou frais de partage qui coûtent relativement cher, surtout pour les colocs. Oui, c'est Je clair. vois les têtes. Ouais, en fait, si tu veux, faut partir du principe qu'une indivision, demain, t'achètes avec ton concubin, ta concubine, ou ton coloc, voilà, ou ta coloc. À partir de là, bah, je sais pas, il y en a un des deux malheureusement qui décède, bah, en fait, vous vous retrouvez en indivision avec la belle famille quand il n'y a pas d'enfant. Donc c'est toujours assez compliqué, non? Franchement, ça Ah, serait mais c'est l'horreur totale, quoi.
T'imagines quand même se retrouver en indivision avec le beau-frère ou la belle-mère ou le beau-père, etc., etc. C'est Et les souvent. frères et sœurs, et en plus, bah, Oh, ton ouais. copain, il est mort, tu vois, ça veut dire que, en fait, vous avez plus aucun lien, enfin, bon, sauf si vous êtes restés des années, tu vois, mais c'est Ah non, mais compliqué. c'est une horreur. Et puis Et même, surtout, comme je disais tout à l'heure par rapport à l'indivision, personne, nul ne peut être forcé à rester en indivision. oui, Ça veut oui, dire oui. que le frère de ton mec qui est décédé, il peut dire, donne-moi mon argent, parce que moi, Ah je non, veux mais pas rester en totalement. SCI. Enfin, pardon, pas en SCI, en indivision. Ouais, ouais, non, mais c'est la merde. Alors que la SCI, ça permet de dire, en gros, tu payes une petite somme d'argent à la belle famille et puis bah, basta, t'es tranquille et tu gardes ton bien. C'est ça, Oui, parce que exactement. surtout, la SCI, ce qui est très important, c'est que la SCI, étant une société, elle a un passif et un actif. Et donc, Exactement. tant que le bien il est grévé par un gros crédit, bon, après, il faut que la banque, elle accepte. Enfin, quoi que non, parce que le crédit, il est remboursé vu que la personne, elle est décédée, donc non, c'est bon. Mhm. Et du coup, la valeur nette de la SCI, c'est ça qui va faire la valeur des parts. C'est ça, Donc, quand vous exactement. allez vendre une part sur un bien où vous avez remboursé genre 5% du capital, ben, en fait, vos parts, elles valent que 5% de la valeur réelle du bien qui est dans la SCI. Ouais, non, mais c'est ça, exactement. Mais après, il y a, alors, on n'a pas parlé encore d'usufruit d'une propriété ou démembrement parce que l'idée, c'est pas de Oh ouais, venir non, non plus, on va pas en parler aujourd'hui, hein, désolé. Hein. mais Non, pour on va faire, prendre... juste pour faire assez bref, en fait, il y a une super stratégie, enfin, une superbe stratégie quand tu achètes avec ton concubin, ta concubine ou ton coloc, ta coloc. C'est tout simplement ce qu'on appelle, alors, c'est ce qu'on appelle un démembrement croisé des parts. Je sais pas si tu en as déjà entendu parler. Oui, oui, Euh, oui. Ça veut dire qu'en gros, si on décède, en fait, c'est le concubin ou la concubine qui récupère le droit de continuer de vivre jusqu'à la fin de sa vie dans l'appartement. L'usufruit. Ouais, autrement dit, c'est l'usufruit, C'est voilà. l'usufruit croisé aussi, j'ai entendu cette expression-là, usufruit Mais croisé. c'est très fort, c'est un puissant levier. Ouais, Ouais, et c'est une bonne protection pour le coloc. c'est exactement ça. Bah, non, mais c'est exactement ça. Bah, après, si tu veux, assez souvent, j'en parle dans la formation fiscalité, que souvent les bons plans, tout ce qui est SCI, IR, IS, quel choix opter, comment on crée une SCI et tout, on fait une formation justement à ce sujet qui est sur la fiscalité, le patrimoine et comment justement quel SCI choisir en fonction de sa situation. Voilà. Et souvent, nous, on a beaucoup de personnes qui nous posent des questions et on se rend compte qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans la SCI à l'IR. D'autres, bah, la SCI à l'IR, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Il y a des alternatives et puis il y a des petits conseils également. Donc voilà. Donc c'est vrai Mais qu'en du ce moment, vas-y. Et c'est bien parce que tu me permets d'embrayer sur un autre Ah bon, bah sujet très bien. dont Allons-y. on a Vas-y. parlé. Et ça sera la dernière, en fait, ce sera la dernière question avant vos questions, parce que je vois qu'il y a déjà 23 questions. Euh, Ah oui, d'accord. il y a du monde, il y a 130 personnes, donc du coup, forcément, ça fait des questions. Donc, c'est un thème dont on a parlé et tu vas pouvoir y répondre, Vas-y. puisque la SCI n'est pas censée avoir une activité commerciale. C'est ça. Donc là, il y a quelqu'un qui dit, parce que gérer des biens et percevoir des loyers, c'est pas considéré comme une activité commerciale. Ouais. Donc il y a une personne qui m'a demandé, dans quel cas est-ce que la SCI n'est pas la bonne structure et donc du coup, bah, est-ce que tu pourras parler de l'alternative qu'il y a à la SCI pour les autres activités qui sont pas possibles dans le cadre de la SCI. Eh bien, oui, en fait, la SCI a une nature civile. Ça veut dire qu'elle ne peut faire que de la location de logements vides et pas meublés. La location meublée est considérée fiscalement comme commerciale. Donc, ça veut dire que c'est pas une SCI à l'IR qui peut être privilégiée. Par contre, la SCI à l'IS peut faire de la location meublée. Il y a quand même une tolérance dans... J'ai une question. Vas-y. Est-ce que la SCI à l'IS, elle peut vraiment faire du meublé? Parce que moi, Ouais. j'avais vu qu'il y avait une limitation à ce que ça représente pas plus de 10% du Alors chiffre d'affaires de la ça, SCI. si tu veux, c'est dans la SCI à l'IR Ah, c'est principalement où que... il y a une tolérance, ouais, il y a une tolérance à 10%. Et en fait, si tu veux, il y a beaucoup de personnes qui se font avoir parce qu'ils veulent avoir la fiscalité privilégiée de l'IR. Et en fait, le fait qu'il y ait plus de 10% de logements en meublé, finalement, les impôts basculent de l'IR à l'IS. Et donc, du coup, les gens se retrouvent piégés dans l'IS alors que finalement, Alors c'était que c'était l'IR. pas prévu de Ah base. ouais, C'est c'est pour ça ça. qu'il faut bien s'informer avant de faire ses projets Ah pour ben non, mais c'est la clair. bonne forme.
Ah non, Et mais donc, je c'est clair. continue sur l'alternative qui Alors, était... l'alternative, c'est ce qu'on appelle la SARL de famille. Alors, SARL de famille, c'est que vous avez tous les avantages, à la fois de l'amortissement de la SCI à l'IS. Donc, vous avez de l'amortissement des biens sur lesquels vous n'avez pas payé d'impôts sur les premières années, puisque vous allez amortir la valeur de vos biens. Et en plus de ça, ça va être imposable directement à l'IR. Donc, ça veut dire que vous allez profiter, en fait, tout simplement de tous les avantages cumulés de la SCI à l'IR et à l'IS, tout simplement. Mais par Ah, contre, ouais, mais sauf l'avantage d'être imposé à 15%. alors ça, après, c'est différent. Mais non, parce qu'en fait, si tu veux, c'est la SCI à l'IR. Donc, vu que c'est à l'IR, finalement, c'est une imposition en direct au prorata entre les mains des associés. Alors, on avait pris 40-60 tout à l'heure ou 60-40. Et ben, tout simplement, une SARL de famille, bah, toi, tu aurais été imposé à 60%, moi à 40%. En général, la SARL de famille, comme on le dit, c'est dans une même famille. Donc, c'est ascendant-descendant, frangin-frangine, mais ça s'arrête là. C'est pas le petit cousin qui vient du fin fond de la Corrèze, non, c'est vraiment, voilà, il y a Oui. vraiment, c'est très spécifique pour le coup. Mais du coup, juste un point, parce que par rapport, pour revenir à la SI, après on va passer à vos questions. Il faut faire attention avec qui vous voulez vous associer dans votre SCI et d'être sûr d'avoir en fait les mêmes, que vous poursuivez les mêmes objectifs. Parce que moi, je sais que j'ai des objectifs particuliers que j'ai pas, je cherche pas particulièrement à revendre. Je sais que j'ai un certain niveau d'imposition et il faudrait pas que vous vous retrouviez dans un cas où il y a un des associés qui dit non, mais moi, en fait, je veux que ce soit à l'IR parce que moi, je suis dans la tranche des 14% et ça me va bien. Et que l'autre est dans la tranche des 41% et qui dit non, mais moi, jamais de la vie, je veux toucher un loyer. Enfin, je veux pas ajouter un seul loyer sur ma fiche enfin, de déclaration de revenus. Ah mais Donc, ouais, c'est clair. voilà, il faut être sur la même, vraiment sur la même longueur d'onde pour choisir votre partenaire de SI. Donc, il est 21h dans une minute. Donc, on va prendre les questions. Allons-y. Vas-y. Alors, est-ce que le live sera dispo en replay? Oui. Tac. Donc, non, je vais faire annuler. Alors, il y a quelqu'un qui demande. Ah non. Mince. J'espère que j'ai pas appuyé sur signaler sans faire exprès. Elle s'affiche là ou pas la question? De quoi? Elle s'affiche la question? Alors moi, j'ai des questions là en direct, mais après, Non, je crois que je l'ai pas affichée. Bah, pourtant, elle est en grand. Ah non, ok. Et là, ouais, c'est affiché? non. Non, bon, bah, je l'ai mis, alors c'est pas grave. Combien de temps pour la création de la SCI, s'il vous plaît? Tout dépend par qui vous passez. Moi, mon cabinet, tout simplement, ça prend 2 jours. Ça prend 48 heures. Alors, 48 heures, en fait, c'est le temps de réunir le document, de rédiger, enfin, d'accompagner dans la rédaction des statuts, de déposer au greffe. Et puis après, le greffe, généralement, il met entre 24 heures et 48 heures pour valider. Donc, compter entre 48 heures et 96 heures, entre 2 jours et 4 jours, tout simplement. T'es Ah non, très. non, non, mais je t'assure que après J'ai tout dépend des bugué là. greffes. Non, J'ai non, non, bugué mais là. non, mais je t'assure, non, non, mais mon cabinet, quand les personnes sont réactives, qu'elles signent les documents, qu'elles nous les remettent et qu'après on fait les démarches auprès du greffe, je peux t'assurer un truc, c'est que bon, sauf si le greffe le plus rapide, le greffe, il a mis 30 minutes. Vraiment le plus rapide, c'était il y a 2 mois. Mais il y a des greffes qui mettent une semaine. Alors, je peux t'assurer un truc comme ça, c'est que moi, tous les jours, je les appelle jusqu'à temps qu'ils valident parce qu'ils veulent pas m'avoir au téléphone tous les jours. Donc, à partir de là, c'est assez rapide, en fait. Ok. Alors, là, j'ai une. Alors, il y a pas mal Vas-y. il y a pas mal de questions. Mais. Alors, il y a une personne qui demande on parle d'indivision SI entre concubins, mais quel avantage pour la SI entre frères, sœurs et parents? Bah, après, c'est pareil, c'est une question de gestion et de transmission patrimoniale. C'est pareil, c'est au Ouais. lieu d'avoir en fait plein de personnes qui possèdent un bien, c'est en fait tout simplement c'est l'ASI qui possède le bien. Et après, Ouais, vas-y, excuse-moi, je voilà, coupe. et après, en fait, c'est quand un frère ou une sœur souhaite partir, tout simplement, c'est que comme ça, en fait, on reste que entre les mêmes associés en indemnisant tout simplement les enfants, les petits-neveux, les petites-nièces. Voilà. Parce que, en fait, l'avantage, en fait, c'est surtout souvent les parents qui veulent transmettre les biens aux enfants. Mhm. Et on va pas parler forcément de ça ce soir, mais par exemple, il y a des personnes qui ont des SCI où les biens, ils ont été remboursés depuis non, ni non, non, tu vois. Et ils vont contracter un prêt pour Ouais. endetter la SCI et pouvoir ainsi transmettre le bien
a un faible coût, puisque comme on vous a dit tout à l'heure, la SCI, c'est une société qui va en fait avoir un passif et un actif. Et ce qu'on va considérer à la fin pour calculer les frais de donation, par exemple, eh ben, ça va être la valeur nette. Donc, Ouais. l'actif moins le passif. Donc, et puis, c'est comme tu disais, c'est une question d'organisation, de se dire, d'ailleurs, en parlant d'organisation, il y a une personne qui demandait, je vais prendre sa question. Elle est où? Elle est où? Elle est là. Non, elle n'est pas là. Mais bon, bref, je me souviens de la question. La personne demandait, par exemple, est-ce qu'on peut... Ah oui, voilà. Deux biens, deux enfants associés SCI. Peut-on désigner quel enfant héritera de tel bien dans les statuts? Alors, c'est non, parce qu'en fait, tout simplement, le truc, c'est que c'est la SI qui possède le bien, tout Exactement. simplement. Et c'est pas l'enfant en soi. En nom propre, oui, on aurait pu le mettre dans un testament. À travers une SCI, non, ce sont les deux enfants qui possèdent les deux biens. D'où le fait qu'il faut posséder un bien par SCI. Comme ça, le premier bien, tout simplement, s'associe avec le premier enfant, le deuxième bien avec le deuxième enfant. Comme ça, au décès, eh ben, le premier bien revient au premier enfant, le deuxième bien au deuxième enfant. Et là, on s'organise comme ça. Est-ce que tu peux, du coup, par exemple, parce que moi j'ai deux biens en fait en SCI, Ouais. qui sont dans deux SCI séparés. Mhm. Et du coup, c'est, par exemple, parce que moi j'ai qu'un enfant, donc c'est moi, ce qui est compliqué pour moi, c'est la partie transmission, parce que j'ai qu'un enfant, et donc du coup, pour lui, ça va faire un gros patrimoine à Ah bah, recevoir, alors qu'il est tout seul. Alors que quand on a plusieurs enfants, ben, du coup, ça permet de bénéficier plusieurs fois de l'abattement de 100 000 € par parent et par enfant. Mais comme moi, je suis et toute seule avec un seul enfant, ça fait que 100 000 une seule fois. oui, bah oui. Et justement, il y avait une personne qui me posait une question. Elle me disait, ben, les parents, ils ont un bien, etc. Et elles sont cinq sœurs, je crois qu'elles étaient. Ouais. Et du coup, comme il y a deux parents et cinq enfants, bah, du coup, ça fait 100 000 par parent et par enfant. Ouais, Donc, du transmission de 1 million. Ouais, voilà, donc exactement. eux, ils peuvent transmettre 1 million sans aucun frais de succession, alors que moi, si j'ai 1 million à transmettre, ça va me coûter Ça va être beaucoup plus long. Ça va être 200 000, beaucoup plus long. 200 000 euros, un peu plus de 200 000 euros. C'est ça, exactement. Donc du coup, ce qu'il faut faire, c'est effectivement déjà penser en amont. Et la question que je voulais te poser, c'est par exemple pour les parents qui vont avoir deux biens, Ouais. les enfants vont être associés dans les deux biens, mais est-ce qu'au niveau de la succession, ils peuvent dire que en gros, ils vont croiser et que chacun récupère une Ah, SCI, ou est-ce que c'est mieux qu'il y ait vraiment un enfant sur chaque SCI, sachant que chaque bien, en fait, va pas forcément avoir la même valeur, à la fin, il faudra compenser, etc. alors, si tu veux, c'est une question qu'on me pose très, très, très régulièrement. Alors, moi, ce que je conseille, c'est quand même un bien, enfin, un enfant par SCI. Et en fait, quand il y a des valeurs différentes, de compléter par rapport à l'autre bien avec un contrat d'assurance vie qu'on lègue à l'autre enfant, tout simplement. Comme ça, en fait, il n'y a pas. Et si il y a un des deux biens qui prend plus de valeur que l'autre, ben, on met un peu plus ou un peu moins sur le contrat d'assurance vie. On a juste année après année. C'est comme ça que, comme ça, au moins, il y a autant qui est légué et on est tranquille. Et Et on- en fait, j'avais pas pensé enfin, forcément à l'assurance vie, mais en gros, d'avoir une liquidité, peu importe par quel biais est-ce qu'elle arrive, mais c'est pour ça. pouvoir compenser l'autre. Parce que souvent, il y a des personnes qui me disent, ah oui, j'aimerais bien faire SCI avec mes frères et sœurs, etc. Et moi, ce que je dis souvent, c'est attention au nombre de personnes ou avec des cousins, machin, machin. Attention au nombre de personnes avec qui vous faites des SCI. Parce que, par exemple, vous pouvez avoir 30 ans et vous êtes peut-être pas encore marié, ou etc. Puis vous dites, ouais, on va être en SCI, trop bien. Vous êtes 5, disons. Et après, chaque personne va se marier. Donc là, vous êtes plus à 5, vous êtes à 10. Oui, bah oui. Ouais. On va dire indirectement, mais... Et en fait, quand il y a trop de monde qui veut prendre des décisions, ça devient ultra compliqué. Ah bah non, c'est Donc, clair. effectivement, donc la solution enfin, en tout cas, la suggestion que tu donnais, c'est de faire une SI. Parce qu'il faut avoir aussi la capacité d'acheter deux biens, hein, ou trois biens si on a trois enfants. Mais en tout cas, que si on en a la possibilité, peut-être c'est mieux de mettre un enfant par SCI pour que eux, après, ils aient un patrimoine distinct et qu'ils soient pas forcés qu'ils soient pas forcés d'être comme ça. Sachant que, étant en SCI, ils pourraient très bien se vendre des parts Mhm. à l'un et l'autre et puis dissocier leur patrimoine à l'un et à l'autre C'est ça, grâce, voilà. grâce à la SCI. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Alors, je vois une question, mais alors je sais pas trop si c'est dans le thème, mais c'est pas grave, on va quand même la prendre. Alors, Vas-y. bonsoir Maëva, on en avait parlé, j'ai une question sur la donation entre époux sur un bien immobilier avec des enfants d'un premier mariage. Comment ça se passe?
Donc là, dans le cadre de la SCI, parce qu'on parle de SCI, donc imaginons, il y a le mari et sa seconde femme, par exemple, et sa seconde, enfin, bref, en tout cas sa compagne actuelle. Ouais. Et donc, il y a l'héritage, et dans l'héritage, il y a et les enfants éventuellement qu'ils ont ensemble, et des enfants qui viennent en fait d'une précédente union. Ouais. Donc, l'avantage de la SCI, et une fois j'avais fait un article, enfin j'avais expliqué que la France c'était une aristocratie. Ça veut dire que c'est dans le sens où c'est la famille qui prime en fait, et c'est le noyau de la famille qui prime. Et la SCI, c'est un des moyens de protéger en fait ce Le noyau. noyau, ouais, c'est clair. Donc, du coup, quand les enfants de l'union précédente vont, c'est leur droit, hein. C'est pas pour, c'est pas, vous pouvez pas déshériter et ça m'énerve à chaque fois que les gens me posent cette question-là, de dire oui, comment est-ce qu'on fait pour que les autres, tu vois, Oui, bah pour que oui, les oui. autres, Pour- ils aient pas l'argent sur l'héritage. Mais en fait, ils n'ont pas demandé à venir au monde, en fait. Donc, c'est plus à vos pères ou à vos mères ou bref, aux parents de gérer ça, mais c'est pas, faut pas essayer de les expulser alors que les gens, ils n'ont pas demandé à venir sur Terre. Bah, Donc, mais alors je finis, après je te laisse. vas-y, je t'en prie. Donc, l'idée avec la SCI, c'est que effectivement, c'est les enfants qui viennent d'une autre famille, ils vont pas pouvoir entrer au capital de la SCI. Néanmoins, il faudra Les indemniser, ouais. les indemniser. Donc, si jamais, par exemple, la valeur de la SCI, elle est de 200 000 euros et que eux, ils ont droit à 20% des parts, eh ben, il faudra leur donner leurs 40 000 euros. Et donc, C'est ça. ça, c'est à vous de le préparer, enfin, à vous, enfants et les parents. C'est le parent qui a ses enfants de différentes. Bon, souvent, c'est les pères, hein, je suis désolée, hein, souvent, c'est les pères. Voilà. Donc, souvent, ce sont les pères. Et ben, c'est au père d'avoir suffisamment de liquidité. Et comme tu disais tout à l'heure, par exemple, en ayant une assurance vie ou en ayant de l'épargne, qui va faire que quand la personne va décéder, il y aura suffisamment de liquidité pour indemniser les autres enfants qui ne sont pas de la même mère, mais sans les spolier, en fait. C'est ça, exactement. Après, il faut savoir, en droit des successions, il y a un point qui est important, c'est qu'on a deux choses. La réserve héréditaire, c'est-à-dire qui appartient obligatoirement aux héritiers, on ne peut pas faire autrement. Il y a une partie quotité disponible. Alors, quotité disponible, ça veut dire que c'est une partie de l'argent, une faible partie de l'argent où on peut donner à qui on veut. Alors, soit on peut avantager un des enfants, plusieurs des enfants, ou n'importe qui. Ça peut être Ou l'amant, la le maîtresse, ou voilà. conjoint, ça peut C'est être ça. OK. Mais c'est la réserve héréditaire. S'il n'y a qu'un enfant, mais là, on parle dans le cas où il y aurait plusieurs enfants. Donc, Alors, ça ne pas la moitié. ouais. Sinon, c'est les deux tiers à partir de deux enfants. Et Et après, à après, partir de le trois enfants, troisième, c'est trois c'est quarts. exactement, Donc, ce exactement. qui veut dire que la réserve, pardon, ça, c'est la réserve héréditaire. Donc, ce qui veut dire que la Quantité disponible, c'est l'autre partie. Voilà. vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Si vous avez un enfant, c'est la moitié. Si vous avez deux enfants, il ne reste plus Un qu'un tiers. tiers, ouais. Vous avez trois enfants et plus, 4, 5, 1. Il vous reste quand C'est même un 25 quart, ouais. ans que vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Vous pouvez le donner à la SPA si vous voulez. Alors, je cherche une autre question. Alors, il y a Nadia qui demande quel intérêt de racheter sa RP par une SCI. Alors, le problème, c'est Vas-y, qu'aujourd'hui, fais ta réponse. Moi, je ferai ma réponse après. ah, pour moi, c'est dommage, mais c'est un peu tard parce que si on fait un apport, c'est 5%. Si on revend, bah, le problème, c'est qu'on repaie des frais de notaire. Donc, il n'y a pas aujourd'hui, c'est trop tard. En fait, malheureusement, Voilà. vous l'avez fait, c'est trop tard. Soit vous revendez puis vous rachetez une autre résidence principale, mais à travers une SCI cette fois. Tout simplement. Ouais. Bah, j'ai exactement la même réponse que toi, donc comme ça va aller vite. Alors, il y a quelqu'un qui demande, peut-on être associé de plusieurs SCI? Bah, comme je vous ai dit, moi Oui, j'en ai deux, donc oui. C'est comme si vous étiez actionnaire en fait, donc vous pouvez être c'est ça. actionnaire autant d'entreprises que vous voulez. La dernière chance de crédit. Alors, je vais prendre cette question parce que voilà. Donc, si on vend les parts de la SCI au moment de la dernière échéance du crédit, la part sera à zéro. Non, parce que la valeur de la part, c'est la valeur nette. Imaginons que tu as une SCI avec 100 parts et qu'il y a Ouais, un appartement qui vaut 100 000 euros. Si tu as tout remboursé, ben, la valeur nette, ça sera 100 000 euros. Donc, ouais, chaque part vaudra 1 000 euros. c'est Par contre, exactement s'il ça. reste, par exemple, 50 000 euros à rembourser, et ben, chaque part, elle vaut seulement 5 000 euros. Exactement. Voilà. En fait, c'est la valeur de la part. Là, je vais rebondir sur un truc que tu avais donné tout à l'heure. Moi, par exemple, j'ai une cliente là très récemment.
En fait, alors, c'est une cliente qui s'est lancée dans l'auto-entreprise. Donc, on sait très bien que être soit auto-entrepreneur, soit se lancer en tant qu'indépendant vis-à-vis des banques, ben, pour emprunter, il faut attendre au moins 3 ans, parfois 4 ou 5 ans, pour pouvoir commencer vraiment à obtenir un crédit immobilier. Pour justement pour contrecarrer ça, les parents qui se sont dit, ben, nous, on va acheter un bien avec la SCI, tout simplement. Donc, ils ont acheté la résidence principale de l'enfant à travers la SCI. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Une fois qu'ils ont obtenu le prêt, une fois qu'ils ont obtenu justement l'accord enfin, comment ils sont passés à l'acte authentique, ils ont tout transféré à l'enfant, bah, à la même valeur que le montant du capital social. Ils ont mis 1000 balles pour acheter un appartement de 200 000 euros. Tout simplement, bah, l'appart, il coûte 200 000. Le crédit est de 200 000. Donc finalement, les 1000 euros valent toujours 1000 euros. Et à ce moment-là, ils ont pu en fait vendre, enfin céder, donc donner finalement quasi gratuitement, enfin à 1000 euros, un bien qui vaut 200 000 euros à leur enfant, tout simplement. Alors que finalement, ils l'auraient acheté en direct. S'il avait donné à leur enfant, ben, tout simplement, elle aurait payé justement un impôt sur la donation. Bah, justement, moi, c'est un peu ce que je vais faire j'ai pas le temps de m'en occuper, à vrai dire, mais comment tu dis ça? Dans les tuyaux. Ouais, Mais c'est justement de léguer une SCI pendant que, comme elles sont encore jeunes et qu'elles valent rien, ouais, à mon fils, même si je vais pas lui donner, je lui donnerai que une partie en nue propriété, ouais. parce que je suis encore jeune, j'ai pas l'intention de me tuer bientôt, quoi. Donc, du coup, il faut quand même que je garde la main, etc., mais que j'ai déjà anticipé, en fait, La succession, la ouais. succession. Et d'ailleurs, dans les questions, il y a quelqu'un qui a demandé, j'ai compris pourquoi est-ce que je peux pas mettre les questions, c'est parce que les badges, ils sont activés, un truc comme ça. Ah, Si vous voulez me d'accord. donner de l'argent, vous pouvez me donner de l'argent. Je rigole, hein, me donnez pas d'argent. Euh, et en fait, elle demandait, est-ce que tu veux léguer de la pierre à ton enfant et pas de l'argent? Mais en fait, le problème, c'est que l'avantage de la pierre, en tout cas pour moi, c'est que si je lui lègue un bien immobilier, je lui lègue pas seulement un bien, en fait, je lui lègue aussi une source de revenus. Oui, bah oui, mais c'est ça. Et après, oui, bien sûr, hein, il y a des gens qui vont me dire, oui, ben, par exemple, si tu lègues des actions, un truc comme ça, tu peux avoir des dividendes, ça peut prendre de la valeur, etc. Mais au final, le revenu, ça sera un revenu cash, en fait. Mhm. Ce ne sera pas une action qui valait 100 euros et qui, 10 ans plus tard, vaut 1000 euros et puis il est obligé de vendre l'action pour avoir euh, l'argent vraiment qu'il a, quoi. Même si je sais que c'est pas aussi comme, enfin, tu peux avoir des dividendes et tout, mais bon, je vais pas rentrer dans la Bah, diversification du patrimoine et tout ça. Mais bon, tout ça pour vous dire que moi, pour moi, c'est important que je lui passe ça parce qu'en gros, c'est comme si je lui donnais un salaire à vie, quoi. ouais, mais c'est ça. Alors, je vais voir les autres questions. Alors, on a déjà un peu répondu à la question, peut-on créer une SCI avec tous les enfants après l'achat du bien? Le problème, c'est que si tu la crées après l'achat du bien, tu vas payer des frais de notaire de dingue, en fait. Donc, c'est trop tard. En fait, la SCI, c'est aussi l'expression d'une stratégie. Donc, bah, toi, tu pourras peut-être mieux en parler que moi, Clément, mais c'est le fait que les gens, en fait, ils vont réfléchir avant même d'acheter le bien Ouais, à exactement. comment en fait ils vont transmettre ce bien, quelle est la vie qu'ils prévoient pour le bien, est-ce qu'ils vont le revendre, est-ce qu'ils vont l'exploiter jusqu'à fatiguer. Et en fait, c'est hyper important, c'est ce que j'essaye aussi sur ce compte de vous donner comme bonne habitude, c'est de penser à long terme. C'est pas juste se dire, ah ouais, j'achète un appartement, je vais toucher des loyers pendant 10 ans ou pendant 5 ans, après je vais le revendre. C'est vraiment de se dire, d'aller tout au bout de sa réflexion, de se dire, bah, si j'ai des enfants, comment est-ce que je prépare ma succession, etc. Donc, je sais pas si tu veux Bah, parler plus de ça, si, Clément. si tu veux, dans tous les cas, même tout achat, même résidence principale, devrait se faire à partir d'une SCI parce qu'on ne sait jamais de quoi l'avenir sera fait. Et ce qui est fait aujourd'hui, ça se trouve dans 2 ans, vous allez changer d'état d'esprit et vous allez vouloir en faire autre chose. Donc, le fait qu'elle soit dans une SCI, l'avantage de la SCI à l'IR, c'est comme si vous l'achetiez en direct. Donc, à partir de là, ça ne change rien. Mais par contre, derrière, l'avantage, c'est que si après, pour X ou Y raison, vous voulez la basculer à l'IS, vous pouvez le faire à tout moment. Alors, c'est irréversible, mais vous pouvez le faire à n'importe quel moment si vous changez de stratégie. Donc,
une fois qu'on l'a acheté en direct, pas par biais d'une SCI, bah, malheureusement, c'est trop tard. Donc, bon, bah voilà, quoi. Autant carrément mettre, malheureusement, bah voilà, la main à la pâte au départ. Alors, il y avait une question qui a été posée plusieurs fois, c'est combien ça coûte de créer une SCI? Bah, en fait, il y a trois frais. Faut compter, alors tous les frais de greffe, alors les frais de constitution, les frais de greffe et les frais de publicité légale, faut compter un ticket entre 800 euros et 1000 euros, tout simplement. Et après, la SCI va tourner, tout simplement. Mais il vaut mieux mettre 1000 euros au départ et se protéger sur toutes les stratégies à venir plutôt que de se dire, ah ben non, moi je prends la solution de facilité, hop, j'achète en direct. Mais par contre, derrière, bah, dans 2 ans, bah, je suis couillé parce que malheureusement, j'aurais dû faire les choses autrement. Bah, je suis désolé, mais c'est la vérité. J'aime bien dire des gros mots, mais j'essaie d'éviter. Mais je sais pas cette expression, mais c'est marrant. Non, mais c'est clair parce qu'il y a plein de trucs auxquels faut réfléchir en amont. Et d'ailleurs, il y a une des questions qui est est-ce que c'est mieux, enfin, est-ce que c'est mieux, est-ce qu'on peut le faire tout seul ou est-ce qu'il faut se faire accompagner d'un notaire ou bah, comme toi, par exemple, de quelqu'un qui a une expérience en fiscalité, etc. Ah, Bah, moi, la réponse, ce sera forcément oui, il vaut mieux avoir quelqu'un qui vous pose les bonnes questions et qui va vous dire comment faire quelque chose qui soit adapté à votre situation. exactement. En fait, c'est ce que j'expliquais, c'est-à-dire qui peut aujourd'hui créer une SCI. Il y a quatre catégories de personnes. Il y a les notaires, il y a les experts comptables, les avocats et les experts en gestion de patrimoine et en fiscalité. Le problème, c'est que donc après, il faut vraiment faire du sur-mesure. Le sur-mesure, c'est vraiment par rapport à vous, par rapport à votre configuration de la famille, par rapport à vos salaires, par rapport à plein de données, par rapport à vos objectifs, et puis vous poser un tas de questions pour savoir si derrière, en fait, c'est vraiment fait pour vous. Et après, derrière, est-ce qu'on prend plutôt l'IS, l'IR, est-ce qu'on fait ci, est-ce qu'on fait ça? Mais voilà, mais vraiment, il faut faire le tour de vos questions. Et après, il faut vraiment prendre le temps bah voilà, de vous connaître. Alors après, dire, bon, on parle souvent de dire oui, un expert comptable le fait. Moi, j'ai travaillé moi-même dans le passé chez un expert comptable. Le problème, c'est que le client, il dit, on veut une ACI, donc on lui crée une ACI. Mais derrière, est-ce qu'on s'est renseigné sur, bah, est-ce qu'il est marié, est-ce qu'il est pacsé, est-ce qu'il a des enfants, combien il gagne, est-ce qu'il a déjà de l'immobilier, est-ce qu'il a déjà... C'est, Franchement, si la personne ne pose pas ça comme question, c'est bah, un mais problème, hein. tu sais que tous les jours, j'ai des appels en me disant, bah, Clément, mon comptable m'a dit de faire ça. Et en fait, quand on se rend compte, bah, il a posé aucune question. Alors, après, attention, tous les experts comptables ne sont pas pareils. Je veux pas mettre les experts comptables à dos, mais par contre, il faut faire attention. Il faut faire du sur-mesure. À un moment donné, c'est vous qui voyez. Soit vous faites du sur-mesure, soit vous faites de la quantité. Mais à un moment donné, vous allez vous faire piéger si vous ne faites pas du sur-mesure. Ça, c'est Non, mais sûr. c'est le thème de mon poste de demain. Ah, d'accord. Bon, bah, alors, je veux rien dire. Non, 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 bien sûr que tu peux en parler. Alors, je vais répondre à une question parce que c'est intéressant. Donc, c'est toujours Nadia. Nadia, merci pour tes questions, elles sont intéressantes. Pas que les autres questions soient pas intéressantes, mais voilà. Donc, en réponse à votre question, qu'il est trop tard pour racheter sa RP. Dans ce cas, je peux vendre ma RP avec clause de substitution et c'est ma SCI nouvelle qui achète ma RP. C'est trop tordu ou possible. Mais en fait, tu n'as pas besoin de faire ça parce que ça te coûtera moins cher. Si tu veux vraiment, vraiment, vraiment le faire, ça te coûtera moins cher d'apporter ton bien en nature à la SCI. Par contre, il faudra que tu payes 5% de frais de transfert, en fait. C'est Voilà. ça, exactement. Si tu veux vraiment, vraiment le faire, tu peux le faire. Mais il faut que tu aies l'argent pour payer ces frais-là. Donc, en fait, il faut peser le pour et le contre. Parce que moi, je me suis posé la question pour ce bien que j'ai en nom propre et qui va me générer pas mal d'impôts sur le revenu. Je me suis dit, est-ce que ça vaut le coup que je paye 10 000 euros non, c'est plus que 10 000 euros, c'est 15 000 euros de frais de notaire. Ouais. J'appelle ça notaire, mais ce ne sont pas des frais de notaire, mais de frais de notaire pour les mettre dans une SCI. Et en fait, pour que je fasse ma réflexion jusqu'au bout, ce que je n'ai pas encore fait, c'est de calculer en fait le, le, Le prix de revient, en fait. non, en fait, c'est pas ça. C'est par Non? rapport aux 15 000 euros. Au bout de combien d'années d'impôt sur le revenu est-ce que je vais compenser les 15 000 euros Ah que je vais oui, mettre de d'accord, côté? ouais, ok. Tu vois ce que je veux Ouais. dire? Et en fait, je pense pas que je vais le faire parce que comme c'est un bien que j'ai reçu en licitation d'une indivision Mhm. et qui a été acheté il y a de nombreuses années, j'ai déjà passé en fait la tranche des 30 ans Ouais, ouais, bah de oui. Mhm. possession qui fera que le jour où je vendrai cet appartement, je ne serai pas imposée dessus. Oui, bah oui. Donc, du coup, voilà. Alors là, il y a une question qui est un peu bizarre. Est-ce que je peux louer ma SCI à mon entreprise? Alors, je pense que tu confonds Plus.
comprenez bien que la SCI, c'est une entreprise, d'accord? Qui possède un bien. Qui possède un bien immobilier. Donc, tu ne peux pas louer ta SCI, on ne peut pas louer une entreprise. Par contre, si ta SCI a un local ou un appartement, oui, tu peux être locataire de ta SCI. Mais ta SCI, tu ne peux pas louer ta SCI, mais c'était peut-être un abus de langage. Bah, Alors, si tu veux, souvent j'ai des professionnels qui achètent donc un bien à partir d'une SCI et la SCI achète un local qu'elle loue le local à ce qu'on appelle la société d'exploitation. ils font ça souvent les médecins, non? Tout ce qui est Ah mais, profession oh, mais libérale et souvent tout c'est ça. ça. Mais le problème en fait aujourd'hui, si tu veux, je rencontre de plus en plus de médecins qui malheureusement sont mal suivis parce que c'est ce qu'ils font. Ils achètent, alors soit non, ils achètent en direct, ils achètent à travers une SCI, et puis après ils sont hyper taxés en termes d'impôts parce qu'en fait finalement ils n'ont pas créé une autre structure de l'autre côté, alors qu'il suffirait qu'ils créent une, bah, alors bon c'est pas le thème d'aujourd'hui, mais une holding qui tout simplement posséderait justement la SCI et justement la société d'exploitation pour que en fait on centralise toutes les données. Et là, les médecins, eh ben, nombre de médecins que j'ai accompagnés qui aujourd'hui gagnent des dizaines de milliers d'euros chaque année plutôt que de les donner aux impôts parce que justement ils ont utilisé justement le système du levier holding. Mais c'est énorme, c'est énorme. Donc c'est pour ça qu'à un moment donné c'est ça, c'est en fait une orientation justement du patrimoine et du patrimoine professionnel. Très bien, merci beaucoup. Bon, on en discutera un jour, mais voilà quoi. Oui, oui, oui. Mais tranquille là, parce que vous déjà préparez votre épargne avant de vouloir me parler des SCI là. Alors, et des SCI et des holdings. Alors, il y a, alors, je vais pas dire son pseudo parce que du coup, j'ai pas son prénom, mais elle demande donc si on achète un seul bien, est-ce que ça vaut le coup de créer une SCI? Bon, on y a déjà un peu répondu, mais je te laisse répondre. Bah oui, 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 bah de toute manière, en général, c'est comme on dit, un bien par SCI, et puis après, le bien, on en fait ce qu'on veut à partir de la SCI qui est l'outil patrimonial. Donc oui, pour répondre à la question, oui. Alors, je regarde si je vois d'autres questions qui sont pas en doublon. Alors, c'est là l'intéressant. Euh, Est-ce plus intéressant lorsqu'on commence à investir de choisir le statut LMNP ou SCI, avantages, inconvénients? Bon, on va pas répondre à tout ça parce qu'il faudrait peut-être faire un live là-dessus, mais si tu peux donner ton avis. Bah, en fait, assez souvent, le LNP, donc c'est de la location meublée, c'est finalement détenir un bien en direct, alors que la SCI, c'est détenir un bien à travers une société. Donc, en fait, ce sont des choses totalement différentes, qui ont des stratégies totalement différentes. D'un côté, le LNP, il faut meubler, il faut garnir le bien en le meublant. On va avoir plus de turnover, puisque ça va correspondre plutôt à des jeunes actifs ou à des étudiants. Alors que finalement, une SCI, il y a plus de facilité de réfléchir à une stratégie, de dire j'achète par exemple un T2, un T3, un T4 dans telle position à telle chose, etc., etc. Donc en fait, ce sont deux stratégies totalement différentes. Ça, on en parle dans la formation fiscalité. Nous. Donc on en parle régulièrement en live. Moi, j'ai des questions, des questions à ce sujet. Mais après, ça dépend de vous, tout simplement. Toujours de la même chose, de votre configuration. C'est toujours la même chose en fait. Ok. Je vais prendre une dernière question parce qu'il est déjà 21h26. Et je vais prendre. Après, je répondrai aux autres questions. Faut pas hésiter, même dans le post ou un truc comme ça. Et puis, je répondrai à toutes les questions. Par exemple, on peut acheter en viager via une SCI. La réponse est oui. Mais bon, après, on pourra toujours en discuter par la Ouais, suite. ouais, après, c'est est-ce qu'on a envie d'acheter en viager ou pas. En fait, la SCI, on va dire, c'est juste un filtre à travers lequel vous allez réaliser les investissements qui vous intéressent. C'est ça, exactement. Ah oui, alors, j'ai une bonne question. Vas-y. Euh, alors, elle l'a posée en deux fois, mais parce que je pense qu'elle a voulu reformuler, mais en gros, elle explique. Donc, ma mère construit une maison et souhaite que je sois propriétaire. Devons-nous passer par une SCI? Et après, il y a l'autre question de la même personne qui dit, ma mère souhaite me léguer son bien, j'ai un frère. Est-ce que créer une SCI me permet de bénéficier du bien en entier? Donc, moi, je vais dire, et puis je vais dire ce que je Vas-y. pense, et après, je te laisserai corriger, Clément. Donc, ce qu'il faut comprendre, et c'est toujours la même chose, comme avec les enfants, les autres enfants, vous ne pouvez pas déshériter un frère ou une sœur. Voilà, que ce soit même père, même mère ou pas. Vous ne pouvez pas les déshériter. Donc, à partir du moment où les parents, en fait, prennent une disposition
par exemple, en faisant une donation partage avec attribution de biens, ça veut dire, ben, je dis que dans ma donation, en fait, je donne ma maison à ma fille, mais il faut que l'autre enfant reçoive une somme équivalente. Donc, si jamais, par exemple, c'est une maison qui vaut 150 000 euros, ça veut dire que toi, il faudra que tu fasses un prêt pour donner 100 000 euros, 150, enfin pas 150 000 euros, mais la moitié, donc 75 000 euros à ton frère. Mais on ne peut pas privilégier un enfant en donnant tout à un enfant et rien à l'autre. Par contre, s'il y a quelque chose pour compenser l'autre enfant, on peut très bien dire, ben, je donne ce bien-là à mon enfant et je donne, par exemple, de l'argent ou autre chose à l'autre enfant. Et ça, il y avait une personne qui était notaire qui m'avait dit qu'il fallait faire beaucoup attention, très attention, pardon, quand on fait une donation comme ça, de bien faire une donation partage pour fixer le prix du bien immobilier. Parce que le problème, ce qui peut se passer dans certains héritages, c'est que par exemple, il y a quelqu'un, je sais pas, en 2000, les parents ils donnent un appartement qui vaut 200 000 euros à la fille et 200 000 euros en cash au garçon. Et ben en fait, si jamais il décède par exemple 10 ans plus tard et que le bien, sa valeur, elle a pris par exemple 30%, et ben la personne qui a reçu les 200 000 euros en cash, elle peut dire ouais mais moi mes 200 000 euros, ils valent toujours 200 000 euros, alors que l'appartement maintenant, eh ben, il vaut 260 000 euros, par exemple. Ouais. Et donc là, du coup, il faut compenser l'autre enfant. Donc il faut faire très attention, même si vous n'avez pas forcément les mêmes relations avec différents enfants, de ne pas spolier l'autre enfant, sauf dans la limite de ce qu'on parlait tout à l'heure, donc la quotité disponible, c'est-à-dire les 25 ou le tiers d'héritage que vous pouvez donner à qui vous voulez. Attends, mais tu vas rigoler parce que, alors, un truc, on parle bien de succession, mais alors dans l'information, nous, on parle de parfois, alors, on a un module spécialisé justement dans l'optimisation de la transmission patrimoniale, et à un moment donné, il y a des questions sur sur le fait de déménager hors de France, justement, l'expatriation. Pour savoir comment ça se gère les droits de succession. Alors moi, j'ai fait un post ce matin à ce sujet-là, savoir si c'est une bonne idée ou une mauvaise idée de s'expatrier. Par contre, quand vous vous expatriez pendant plus de 6 ans hors de France, alors sauf sur les biens qui sont en France, eh ben il y a possibilité peut-être aussi d'avoir une loi, enfin une autre loi justement, ce qu'on n'appelle pas la loi de la nationalité, mais la loi dans laquelle on vit. Par exemple, prenons le cas, alors c'est malheureux, mais de Johnny Hallyday. Pourquoi il est parti vivre à l'autre bout du monde? Alors, il y a des questions d'héritage, il y a des questions de pas mal de choses, alors que finalement, posez-vous des questions. Posez-vous des questions. Pourquoi des personnes qui sont très, très, très fortunées vont vivre dans un autre état pendant plusieurs années pour aller vivre une retraite paisible? Eh ben, posez-vous la question. Souvent, c'est pendant plus de... alors, l'idée, c'est pas de faire débat, mais c'est pendant plus de 6 ans pour après, petit à petit, prendre les dispositions d'une nouvelle loi qui vont protéger les choses autrement ou qui vont permettre, en fait, d'améliorer la succession ou parfois même, alors, Ou de l'améliorer ou de la détériorer. Hein. Dans son cas, il à, décide de la détériorer. ouais, non, mais après c'est non, non, après c'est différent parce que les enfants, après on va pas rentrer dans les débats, Oui. mais mais après c'est ça en fait, c'est une question après bah, de toute manière dans ce moment-là tout le monde se tire dans les pattes, mais moi par exemple j'ai vu une personne qui voulait absolument, mais c'est malheureux, mais qui voulait absolument déshériter un de ses enfants puisqu'on en parlait, qui est parti vivre aux USA, alors je sais plus dans quel état, et l'État, tout simplement, permettait de pouvoir léguer à n'importe qui, même si la personne ne faisait pas partie de la famille. Donc, Mais ça, c'est aux États-Unis, je crois que c'est partout. Hein. Aux États-Unis, tu peux léguer ton argent à qui tu veux. Hein. Tu peux même alors, le léguer à ton chien si tu veux. ah ouais, non, mais après, il faut vivre pendant plusieurs années là-bas, c'est assez contraignant, etc., etc. Mais la personne a déménagé rien que pour ça. Alors, Non, mais la t'imagines tellement motivation, t'as la haine contre tes enfants c'est ça, et tu pars déménager c'est aux ça. États-Unis. Ah non, mais Bon, par contre, chaque famille a son histoire, hein, mais bon, voilà quoi. par contre, il y a un truc, c'est qu'en France, par contre, tu as le droit de déshériter à une seule condition, c'est que si ton enfant essaie de te tuer, et Oui. là, par contre, tu as le droit de déshériter ton enfant. Voilà. Ouais, si tu as porté atteinte Ton intégrité physique, ouais, c'est ça. essayer de porter atteinte à ta vie, voilà. 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 Bah, après, le problème, c'est que j'ai l'impression que, en fait, je vois pas l'heure à laquelle
les questions ont été posées, donc du coup, je sais pas si elles sont nouvelles ou pas. Et je suis même pas sûre de voir toutes les questions. Mais bon. Donc, il est déjà 21h32, donc ça fait pile 1h30, parce que j'avais 2 minutes de retard, qu'on a commencé. Alors, il y a Chrétienne Engagée qui écrit, même en France, on peut léguer à son animal. Tu peux léguer que ta quotité disponible. Ouais, Si tu n'as pas d'enfant, oui, tu pourras léguer à ton animal ou à une fondation qui s'occupe des animaux, tu vois. Mais sinon, non. En France, tu peux pas toucher à la réserve héréditaire. c'est ça, exactement. Et quand il n'y a pas d'enfants, c'est 25% par parent survivant, le reste entre les frères et les sœurs. Exactement. Ben, Voilà, en tout cas, Clément, merci beaucoup avec plaisir. pour ta participation aujourd'hui. Bah, de rien. Et oui, on peut déshériter pour indignité, mais il faut aller loin pour qualifier l'indignité. Alors qu'aux États-Unis, tu n'as pas besoin de prouver une indignité, tu peux juste dire je ne vous calcule pas, mes enfants, je m'en fous. Ouais, c'est ça, Voilà, tout simplement. c'est clair. Ok. Bon, en tout cas, merci beaucoup à tout le monde. Ah bah tiens, il y a une dernière question. Nadia, Vas-y. tes questions, elles sont au top. Elle a demandé, est-ce qu'on peut avoir une SCI d'un bien à l'étranger tout en habitant en France? Donc, je vais reformuler, mais je pense que la question, c'est est-ce qu'on peut avoir une SCI en France qui détient un Un bien bien? à l'étranger, bah, au même titre que, est-ce que nous, Français, est-ce qu'on peut détenir un bien à l'étranger? C'est exactement la même chose, tout simplement. Après, c'est une question de conditions d'octroi du crédit bancaire. Donc, il y a des banques, est-ce qu'on prend une banque française? Est-ce qu'on prend, bah, prenons l'exemple de l'Espagne. Moi, j'ai des clients qui investissent là-bas. Tout simplement, bah, est-ce qu'on prend une banque française? Est-ce qu'on prend une banque espagnole? Quelles sont les conditions? Est-ce qu'on fait un apport de 33%? Est-ce qu'on fait un apport? En fait, il y a plein de configurations, mais la réponse est oui. C'est pas parce que vous avez une SCI aujourd'hui en France que vous pouvez pas investir dans n'importe où dans le monde, tout simplement. Donc, Alors, ouais, excuse-moi, je prends une dernière question. vas-y, je t'en prie. D'ailleurs, Bon, tu bah, mais pourras... moi, tu sais, moi, ça ne me dérange pas, donc il n'y a pas de souci. Ah, ça y est, t'es lancé là. Ouais, Là, c'est moi, là, je suis je chaud, là. suis fatiguée, moi. J'ai pas écrit mon poste pour demain, j'ai juste l'idée. Alors, il y a la question qui est quelle est la différence? Mais en fait, c'est pas juste pour ce thème-là, c'est pour tout. Ouais. Et donc, quelle est la différence entre un avocat fiscaliste et un fiscaliste en IMO pour la création de la SCI? Tu l'expliqueras mieux que moi, mais le fiscaliste n'est pas avocat. Voilà. En fait, si tu veux, bon, moi, ça fait 10 ans que je viens dans la fiscalité. J'ai travaillé pour des avocats fiscalistes. J'étais juriste fiscaliste à l'époque. Et c'était moi qui rédigeais tous les actes. Après, souvent, l'avocat fiscaliste, il a son équipe de juristes pour rédiger les actes et il va justement, faire tous les rendez-vous auprès des clients. La différence entre un avocat fiscaliste qui a un statut qui est légal et puis un fiscaliste, bah, en fait, souvent, on a le même degré de compétence, mais sauf que le fiscaliste n'a pas le statut d'avocat. Après, ça n'empêche pas d'avoir le même degré de compétence et puis d'avoir des spécialisations qui sont pareilles ou différentes. Donc voilà quoi. Ouais, c'est comme l'avocat et le juriste. Les deux, entre guillemets, connaissent plus ou moins la loi, mais après, l'avocat, il a des prérogatives que le juriste, Exactement, il c'est aura ça. pas. C'est ça. Voilà. Un avocat, tout le monde va savoir ce que c'est. Un juriste, personne ne sait ce que c'est. Donc c'est clair, où on est dans l'ombre, voilà la petite fourmi. Donc voilà, mais pourtant, et pourtant, crois-moi, quand j'ai travaillé dans des cabinets d'avocats, j'ai des juristes qui étaient bien mieux qualifiés que des avocats. Le problème, c'est que les avocats allaient rencontrer les clients alors que c'était le juriste qui finalement maîtrisait vraiment tous les sujets. Donc après, bon voilà quoi, c'est Bah après, le juriste, il se présente au barreau et puis eh ben, il devient mais, avocat, hein, et mais puis tu voilà. sais que moi, quand j'ai débuté dans cette carrière, justement, c'était soit je passais le barreau pour devenir avocat fiscaliste, soit, alors il y a une passerelle au bout de 8 ans quand on travaille à temps plein chez un avocat, c'est au bout de 8 ans, il y a une passerelle pour devenir avocat. Et puis bon, après, pour X ou Y raison, j'ai voulu justement toucher au patrimoine, en plus de la fiscalité, avoir d'autres domaines de spécialisation. C'est pour ça que justement, petit à petit, je suis parti vers la gestion de patrimoine et la gestion fiscale et patrimoniale. Mais sinon, je serais devenu avocat fiscaliste. Mais bon, après, ça n'empêche pas d'être fiscaliste, d'avoir les compétences en fiscalité. Mais aujourd'hui, l'avantage, c'est que je gère tout ce qui va être patrimonial en plus de tout ce qui est la fiscalité. Et je peux t'assurer que le champ de compétences est beaucoup plus large, ce qui permet de répondre à d'autres questions, alors que quand on va aller voir un avocat fiscaliste, eh ben, il va pas y avoir, en fait, ce côté, Peut-être qu'il va te donner les meilleures solutions par rapport à effectivement par rapport à la fiscalité, mais pas forcément par rapport à une à ce qui situation sort de donnée. l'ordre
Bah, on a d'autres tips en fait. On a d'autres. En fait, on pense à d'autres choses quand on est vraiment dans le patrimoine et dans la fiscalité, parce que ouais, en tant que fiscaliste, on va vraiment trouver les meilleures solutions fiscales. Mais le fait qu'on soit en plus, qu'on ait un visuel patrimonial, ça nous permet de se dire, mais en fait, ça, c'est peut-être pas fait pour toi. Mais par contre, je vais te le dire. Alors que l'avocat fiscaliste, il va dire oui, alors hop, ça, ok, c'est bon, ça peut être possible. Mais tu vois, ce sont deux choses totalement différentes. En fait, ce sont deux compétences qui sont différentes. Ok, ok. Voilà. Bon, moi j'ai faim. Donc, merci tout le monde. Vous êtes encore une centaine à être connectés. Donc, j'espère que ça vous a plu, que vous avez pu apprendre des choses. Si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas à contacter Clément. Voilà, il sera un plaisir de vous Avec conseiller, plaisir. Ouais. de vous orienter. Voilà, donc ben, moi j'ai fait ma part de vous parler un peu plus de la SCI puisque ça revient souvent dans le bar à questions du dimanche. Donc voilà, merci Nadia pour tes questions. C'était cool. Et bah, à bientôt tout le monde et à un prochain live. À plus tard. Merci à Merci. tous. Bye. Bye.